Vous êtes branchés sur la fréquence 9-3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence 9-3/4. Je suis Jérémy. Et je suis Marina. C'est officiel, Harry a été désigné comme le 4e champion du tournoi des 3 sorciers. Ça fait des heureux, les Gryffondors par exemple, qui pour la majorité sont ravis que Harry les représente pour la compétition. Mais ça a fait aussi des mécontents, parmi lesquels les écoles adverses ou encore Ron qui, par jalousie et contrariété, refusent de croire que Harry n'a pas mis son nom dans la coupe. Sans compter le pauvre Harry lui-même qui, en plus de voir son meilleur ami lui tourner le dos, doit une nouvelle fois se préparer à affronter des épreuves périlleuses alors qu'il comptait plutôt passer une petite année pépère. Mais pas de repos pour les héros, pas de repos non plus à la fréquence, car notre relecture de ce tome 4 se poursuit. Et pour ce chapitre 18, on est ravis de recevoir notre auditrice Camille comme invitée. Salut Camille, comment ça va ? Bonjour à tous les deux. Ça va très bien. Et vous ? Bah oui, ça Ça va, va très ça bien. va. On est... Un nouveau chef-d'œuvre de la musique française vient de sortir en ce jour, à minuit. Et oui, je parle de Pierre Garnier, originaire de Villedieu-les-Poêles, dans cette chère Normandie. Marina est une Pierre Zouze suite à la fin de la Star Academy. J'aimerais garder. Je me disais... J'allais dire, elle connaît le single par cœur, j'imagine. Je commence. Je l'ai déjà écouté 3-4 fois aujourd'hui. Je me suis dit, je pense que tu vas le caser un moment dans l'épisode, mais je pensais pas aussitôt, tu vois, genre vraiment tu pouvais pas attendre quoi. Je pouvais pas le garder plus pour moi. Je suis fière d'être nouvellement normande et je vais bientôt déménager à Villedieu-les-Poêles. Non, merci Camille d'avoir... tu as candidaté sur le Discord. Tu as candidaté il n'y a pas si longtemps parce qu'il nous arrivait un peu le même scénario qu'on disait. On a contacté quelqu'un qui avait candidaté il y a pas mal de temps et puis souvent on a du mal à parfois à vous joindre, mais c'est normal. Donc, du coup, n'hésitez pas à candidater comme l'a fait Camille parce que vous pouvez être invité. Alors, c'était un peu la dernière minute là. Donc, c'est pour ça qu'on te remercie particulièrement. Si tu devais te présenter, Camille, je sais pas si tu veux raconter un petit peu dans ta vie moldue ou simplement en tant que fan, tu as le champ libre pour te présenter aux auditeurs et auditrices. Est-ce qu'à côté d'Harry Potter, tu aimes la Star Academy? Arrête avec le Star Academy. Alors, je suis enseignante donc dans le nord de la France. Je suis remplaçante, donc je remplace au pied levé les enseignants qui sont absents pour diverses raisons. Ça peut aller de un jour, d'une après-midi, une matinée, voire à 6 mois, un an, des fois. Après, au niveau de ma vie sorcière, je suis une fan d'Harry Potter depuis que j'ai 6 ans. En fait, le premier film est sorti en 2001. Moi, je suis de 96, donc j'avais 5 ans quand il est sorti et je suis tombée dedans en le visionnant donc d'abord par les films et ensuite je me suis lancée dans la lecture et puis après j'ai attendu impatiemment les films au ciné et puis les sorties de livres. Alors j'ai vécu l'attente des livres, des sorties du 6 et 7 plus particulièrement de manière très intense et du coup, c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne tout au long de ma vie en fait, parce que notamment parce que dans les écoles, on voit que Harry Potter est toujours présent, même si c'est des nouvelles générations qui ne connaissent pas tout l'engouement que nous on a pu connaître quand on était plus jeunes. Mais du coup, ça me renvoie souvent à Harry Potter dans mon métier, du coup. Donc vraiment la génération Harry Potter, au moins sur la fin de la saga, t'as suivi la découverte de l'histoire en fait, C'est la ça. sortie des livres. Les théories, je Ouais. me souviens que quand le 7 était sorti et on avait le nom du 7 en anglais, donc il y avait plein de théories sur le nom de ce à quoi ça allait faire référence, sur les forums, ça allait bon train donc ouais, c'était un peu la nostalgie quand même, de ces moments. Ok, c'est chouette. Donc du coup, on fait un peu partie de la même génération, j'imagine, et aujourd'hui, ça te quitte pas tellement. Enfin, en tout cas, Mmh. tu écoutes un podcast Harry Potter. Je sais pas si tu consommes d'autres contenus Harry Potter ou quoi, ou est-ce que, je sais pas, des fois tu revois les films, tu relis les livres, je Alors, sais pas comment ça se passe. je revois beaucoup les films parce que quand je fais une activité, j'ai toujours besoin d'un fond sonore
et rien de tel qu'Harry Potter parce que je le connais par cœur, donc c'est quelque chose qui m'est très familier et dans lequel je suis très confortable. Les livres, j'essaie de me les relire tous les ans à peu près. Et après au niveau podcast, donc La Fréquence, j'avais écouté tout le podcast, c'est-à-dire comme ça que j'ai connu La Fréquence. Et après j'avais essayé de me lancer dans, alors je sais plus le nom, mais c'est l'anglais qui connaissait pas du tout Harry Potter. Potterless. Ouais, c'est ça, Potterless. Mais j'ai lâché parce que mon niveau d'anglais est trop faible pour que je puisse tout comprendre. Donc Oui, des fois, ça peut fuser un peu voilà, rapidement, c'est ça. Potterless. Est-ce que Ouais. tu t'es déjà inspiré d'Harry Potter pour des activités pour tes élèves? Ah oui, oui, souvent en fait, quand j'arrive dans des classes et que je sais pas trop quoi leur donner, ne serait-ce que des copies de textes, ça va être par rapport à Harry Potter. Il y a je suis déjà tombée dans des classes Harry Potter, donc où les enseignants avaient vraiment divisé les élèves par maison. Ils donnaient des petites gemmes. À la fin, il Ah y avait la ouais, cour trop des 4 cool. maisons. Ouais. Et Donc généralement, ils sont heureux d'avoir des thèmes Harry Potter, les enfants? ouais. Ah Ouais. franchement, souvent, moi, vu que souvent je projette mon ordinateur, mon fond d'écran c'est Harry Potter, alors tout de suite c'est: «Oh, la Mmh. maîtresse elle aime bien Harry Potter». Donc tout de suite, ouais, si, ils aiment bien, ils adorent ça. Enfin, généralement, ils adorent Ouais. ça, à partir de 6-7 ans jusque le CM2, donc 10-11 ans, ouais, ils sont encore à fond dedans. Ça va, heureusement que t'aimes pas les gros films d'horreur et que t'as mis un fond d'écran massacre à la tronçonneuse. Oh, Ah, la je l'aurais pas maîtresse, elle bougé. aime les massacres à la tronçonneuse. Non, je plaisante. D'ailleurs, c'est intéressant parce que on a reçu Clément, qui était un jeune auditeur au dernier épisode, et il nous racontait qu'il a découvert Harry Potter à l'école grâce à son institutrice. Je crois que c'était en CM1, si je dis pas de bêtises. Et ça a lancé un débat sur le Discord. Je sais pas, tu peux peut-être nous donner ton point de vue d'instit. Un débat assez intéressant parce qu'il nous expliquait que son institutrice à l'époque avait gardé Gryffondor, Serdaigle et Poufsouffle pour répartir les élèves, mais elle avait évincé Serpentard parce que elle avait peur, je pense, que les jeunes élèves de CM1, les enfants veulent pas aller chez Serpentard parce que c'est la maison des méchants. En tout cas, c'est comme Ou ça qu'elle veulent aller chez les Serpentards pour faire les méchants, Ouais. peut-être. Et du coup, ça fait un débat sur le Discord en ce moment. Oui, non, c'est pas bien parce que la tolérance, parce que machin. T'en penses quoi, toi, du coup Moi, je pense que à terme, si j'arrive à avoir ma classe, je pense que je ferai une classe Harry Potter et j'évincerai pas Serpentard, Mm. justement dans un souci de tolérance pour leur expliquer que c'est pas parce qu'on est dans une maison que, c'est pas parce que tous les méchants, enfin quasiment tous les méchants qu'on a vus dans la saga viennent d'Harry Potter que ils sont que tout le monde à Serpentard Mmh. est méchant. Après bon, ils sont encore jeunes, donc ils ont pas forcément vu tous les livres et il y a des détails qu'ils connaissent pas, que nous on connaît en ayant lu les bouquins justement. Mais par exemple, Slughorn, Oui, pour par moi c'est exemple, pas un ouais. méchant. Ouais, Donc c'est vrai. c'est le premier exemple qui me vient en tête parce que c'est quand même un personnage qu'on voit beaucoup à partir du 6 et du coup, non, moi j'évincerai pas la maison Serpentard et pour l'avoir vécu dans des classes, les gamins ont pas la connotation de la méchanceté par rapport à Serpentard. Mm. Mmh. Je pense qu'ils ont pas encore la connotation de chaque maison a ses qualités. Enfin, a son type d'élève, son type de personnalité. Eux, pour eux, Gryffondor parce qu'ils en entendent parler tout le temps et généralement, ils veulent être Gryffondor ou Serpentard parce que c'est les maisons les plus représentées dans les films, ce qu'ils voient le plus et souvent, au contraire, ce qu'ils veulent pas être, c'est Poufsouffle ou Serdaigle. Ouais. Parce que c'est le moins connu. Donc voilà, c'est ça. Ok, ouais, Donc c'est. voilà. Ouais, je comprends les différents points de vue. Effectivement, je comprends que ça puisse poser un petit problème, effectivement, d'évacuer une maison. Enfin, ça va pas forcément dans le bon sens. Et en même temps, je trouve aussi qu'on peut blâmer J.K. Rowling elle-même parce que c'est vrai que, par exemple, on parlait de Slughorn, mais c'est un personnage qui arrive que dans le tome 6 et par exemple, le tome 1, si on se focus que sur le tome 1, c'est vrai que c'est très caricaturé. Mmh. Aussi parce qu'on est sous le point de vue des personnages principaux et de Harry qui Ouais, a mais Gryffondor, mais c'est très caricaturé quand même, hein. il y a aussi, justement par rapport au fait de blâmer JK, moi j'ai toujours cette phrase de McGonagall dans le 7 qui parle de mettre les Serpentards au cachot pendant la bataille Oui. de Poudlard. Ouais. Alors ça, c'est que dans le film, Donc c'est pas dans le livre, oui, oui, oui. mais Mais du effectivement. coup, j'imagine que JK, elle a eu quand même une vue d'ensemble, donc elle a quand même plus ou moins validé ce
Bah ouais, C'est ouais, pas très c'est une scène que j'aime pas du tout. Alors dans le livre, effectivement, ils vont pas dans les cachots. Néanmoins, dans le livre, il y a aucun élève Serpentard de connu, enfin, Oui, c'est quand même à notre connaissance, stigmatisé. qui, ouais, Ouais. il y a quand même un truc où il y en a aucun de Serpentard qui reste pour voilà, la c'est bataille de ça. Poudlard. Donc, et c'est là où on disait, c'est vrai que ça manque de nuances quand même s'il y a des personnages comme Slughorn, même si il peut y avoir Rogue, on pourrait en parler, mais Ouais. Rogue peut apporter de la nuance néanmoins. Mais il n'y en a pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup quand même dans toute une maison. Après, je sais votre amour pour l'Enfant maudit. Ah bah Enfin, oui, ton amour. Après, je l'ai lu à sa sortie et du coup, j'ai oublié plein de détails. Mais du coup, on s'aperçoit quand même que le fils d'Harry est un Serpentard et que alors est-ce que c'est une mauvaise personne? bah, c'est surtout Voilà, c'est Scorpius, on est ouais, toujours c'est plus tard. surtout Voilà. Scorpius, le fils Malfoy qui est plutôt bien représenté et justement qui fait du bien parce que c'est un personnage qui a pas du tout dans les livres originaux en fait. C'est Oui. un Serpentard normal, désolé, mais c'est vrai quoi et ça fait tellement du bien. T'es une Serpentard peut-être, non? Non. Ah même pas, ah je pensais. Je pensais. Du coup Non, que non. tu t'identifies à une maison en Moi, je fais particulier? partie de ta maison, Jérémy. Ah, des serres Ah! d'aigle. Serdaigle Power! Ok, bah moi je suis ravi d'avoir une serre d'aigle pour ce chapitre 18 que je vous invite à commencer. Si Allons-y. ça vous dit bien. Parce que ouais, je crois qu'il est l'heure de retrouver Harry parce que non, la nuit passée n'était pas un cauchemar malheureusement. Et son destin de 4e champion l'attend devant lui. Et autant dire que ça va pas être du gâteau, on vous prévient. Harry Potter et la coupe de feu. Chapitre 18. L'examen des baguettes. Alors Harry se réveille malheureux sans savoir pourquoi, puis les souvenirs de la veille lui reviennent et il se tourne vers le lit de Ron, mais ce dernier est déjà parti prendre son petit déjeuner. Je m'arrête direct, mais on en parle quand même de la distance que les élèves ils doivent parcourir chaque matin pour prendre leur petit déjeuner. C'est bien, ça fait un petit sport matinal, ça te force à C'est faire ça, du c'est le sport. petit jogging du matin. Ouais. Je trouve qu'on n'y pense pas assez. Peut-être pour certaines maisons, leur salle commune est plus ou moins proche de la grande salle. Je sais pas, par exemple, c'est peut-être mieux pour les Poufsouffles que les Gryffondor, ou même pour les Serpentards, parce qu'ils sont vers les cachots, enfin, ils sont sous le lac, si je me trompe pas. Gryffondor, on sait qu'ils sont en hauteur, donc je crois qu'ils ont quand même pas mal d'escaliers à se taper juste pour prendre ton petit-déj le Ils n'ont matin. pas de Stana. Ils ont pas de Et stade. puis, ouais, à mon avis, ils se lèvent bien 1 heure à l'avance pour arriver à l'heure au Ouais. petit-déj. Voilà, ce genre de petite ouverture de chapitre, ça me fait penser à ça. C'est assez marrant. Enfin bref, du coup, Harry descend dans la salle commune où il est accueilli par des applaudissements et par un Colin et un Denis Scrivet complètement excités, comme d'hab. Arrivé au portrait de la grosse dame, il tombe sur Hermione, qui a eu l'excellente idée de lui monter des toasts pour qu'ils puissent prendre leur petit déjeuner ensemble en se promenant dehors. Joli move d'Hermione, je trouve ici. Elle est attentionnée. Là, du tact, généralement, dans ce genre de moment. Elle sait que Harry, voilà, il n'a pas envie de voir du monde, et c'est bien vu de sa part, je trouve. En route jusqu'au lac où le vaisseau de Durmstrang est amarré, Harry raconte à Hermione tout ce qui s'est passé la veille au soir, parce que c'est ça, en fait, il l'a pas vu, Hermione. Je veux dire, quand il est rentré, il a pu voir que Ron dans le dortoir, mais il a pas vu Hermione pendant la fête et tout ça. Elle croit immédiatement Harry quand il lui dit qu'il n'a pas mis son nom dans la coupe et elle a tendance à croire Maugré, un élève n'aurait certainement pas pu l'inscrire à sa place. Alors quand Harry oriente la discussion sur Ron, Hermione lui explique qu'il ne croit pas vraiment que Harry a mis son nom dans la coupe. En fait, il est jaloux. Voilà, c'est ça la vraie explication. Même si c'est pas facile pour Harry à entendre évidemment. Et bien Ron, il en a assez que les gens s'intéressent toujours à Harry plutôt qu'à lui et qu'il est toujours dans son ombre, comme il a toujours été dans l'ombre de ses grands frères pendant toute sa jeunesse. Bla 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 bla, toutes les explications qu'on a déjà données. Hermione fait un peu de la psychologie ici à Mais elle doit leur expliquer à Ron et à Harry et Ron parce que les deux sont pas très fins psychologues, sont pas fins psychologues en fait. Ça, c'est sûr. Sont des garçons En fait, à l'âge adolescente. chacun voit son problème. Harry, il se dit, bah, mais pourquoi il est jaloux? J'ai vécu tellement de drames dans ma vie qu'il y a pas de raison d'être jaloux. Et Ron lui dit, bah oui, mais pourquoi, enfin, en gros, moi, je suis le frère cadet de 5 autres
non, 4 autres frères. J'ai jamais rien pour moi, pour une fois. Puis en plus, je suis le meilleur ami de quelqu'un qui est le garçon. Ouais. Et Donc, c'est un peu, ouais. ouais, tes parents sont morts, mais les miens sont pauvres. Ah non, c'est vrai. Et puis Hermione a souvent cette place d'expliquer un peu aux garçons les émotions qu'ils peuvent ressentir eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire que c'est vrai qu'elle est plus mature de ce côté-là. Bah, on le voit aussi dans le 5, hein. Oui, oui, Dans le oui. 5, c'est elle qui explique quand même tout ce que Cho vit, au Oui, oui. quotidien et les 2 sont abasourdis, ils comprennent pas Ouais. trop. «Ah bon? Possible?» La C'est co- possible de ressentir tout ça? C'est ça. Elle va beaucoup les aider aussi dans ce tome-là pour comprendre les filles, quoi. Parce que c'est tout le truc. C'est un peu l'âge où les garçons comprennent pas les filles et les filles, c'est pas qu'elles comprennent pas les garçons, mais elles sont saoulées par la bêtise des garçons. Enfin, il y a un peu ce cliché-là. Et on le retrouve bien dans Harry Potter. Facile pour, ça doit pas être facile pour Hermione d'être la seule fille du Mmh. trio, pas pouvoir se confier vraiment à quelqu'un qui peut-être ressent les mêmes choses qu'elle et enfin qui voit d'une manière féminine ce qu'elle ressent, quoi. On pense jamais à ça, Hermione, qui n'a pas beaucoup de vrais amis à part Harry et Ron. Et donc Harry et Ron, eux, se retrouvent tous les deux dans leur dortoir le soir. Mais le soir, Hermione, elle est avec qui? Quand ils Bah, rentrent, par la suite, il y a Ginny, mais alors ouais, est-ce qu'ils sont dans le même dortoir étant donné qu'ils sont pas dans les mêmes, bah, c'est années? ça. Je pense pas, non. Si elle veut traîner dans le dortoir ou si Harry et Ron sont pas là, elle traîne avec qui? Elle est avec qui? Mais ouais, c'est vrai qu'on sait que Hermione et Ginny sont quand même très très proches. Après, ses vrais amis, c'est Harry et Ron, quoi. C'est-à-dire Mmh. que le trio est indésoudable, quoi. C'est-à-dire que. Non, mais on voit, Ouais. par exemple, après, ça, c'est plutôt que dans les films, je sais plus, dans les livres. On voit que, par exemple, parfois, les garçons traînent ensemble dans le dortoir, font des petites Ah soirées oui, que fait pyjama, Hermione dans j'imagine. son dortoir, Donc, ouais. que fait Hermione quand elle est dans son dortoir? Ouais, ouais. Est-ce qu'elle a Parce d'autres parce qu'il amis me avec semble qui être? bah, il me semble que, par rapport à l'avant des Parvati oui, c'est pas Parvati, elle s'entend pas des masses avec elle, il me Mmh. semble. Je Mmh. sais plus dans quel, tome on ressent ça. Mmh, mmh, mmh. Ouais, parce que l'avant des Parvati, elles sont un peu l'opposé d'Hermione, hein. Elles sont vraiment Bah, je crois très que déjà dans le girly. 3, on s'en rend compte par rapport notamment à la divination, il me semble. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai Et du qu'elle coup, est. elle est vraiment solitaire. Je pense qu'elle est pas forcément proche des filles Gryffondor de la même classe. Aussi, sans doute que Hermione est, comment dire, a un caractère de solitaire aussi. Je pense pas que si la plupart du temps elle est seule dans son dortoir le soir après les cours, je pense pas que ça soit quelque chose qui la fasse souffrir plus que ça. Je pense qu'elle aime bien aussi avoir sa solitude. Et puis, enfin, c'est aussi que elle travaille tellement, elle a tellement la tête dans les Ouais. livres et tout ça que elle a aussi pas forcément de place mentale pour avoir tout le temps des amis autour d'elle. Enfin, c'est pas ce qu'elle recherche. Donc, je pense que les deux benets là, ça lui va bien. ça, ça l'occupe bien pendant la journée. Et puis le soir, peut-être que je la vois un peu plus, un peu plus seule, mais que c'est ok en fait. Mais je pense qu'elle aurait quand même enfin, si elle avait eu une amie, une véritable amie du coup, ça aurait été un quatuor. Peut-être que le personnage aurait évolué différemment, du coup. Je la vois bien assez proche de Luna aussi. Bah, parce Ouais. que elle prend, enfin, il y a un peu ces deux trios. Il y a le Golden et je sais pas, Silver Trio, je sais plus comment on les appelle, mais Le Silver, je crois. ouais, ouais. Et je trouve que justement, ils s'entendent bien tous en fait. Alors, il y a l'armée de Dumbledore derrière, c'est un peu c'est un peu la crème de l'armée de Dumbledore, on va dire. Mais elle s'entend très bien avec Ginny, je pense. Je la vois très bien s'entendre avec Luna aussi. Je pense que c'est une vraie amie d'Hermione. Ouais. Bon, Harry, quant à lui, il est encore plus énervé en écoutant les explications d'Hermione parce que bah, il serait prêt à échanger sa place avec Ron quand il veut, si c'était possible. Mais peut-être qu'il faudra attendre qu'il meure lors d'une épreuve pour que Ron s'en rende compte. Le tragique de Harry. Hermione, elle trouve pas ça drôle et elle lui suggère pour le moment de tout écrire à Sirius. D'ailleurs, tiens, elle a apporté avec elle du parchemin, de l'encre et une plume, ça tombe bien. Dans un premier temps, bah Harry, il est pas très chaud. Déjà que Sirius est revenu dans la région parce que sa cicatrice lui faisait mal, s'il lui explique à propos du tournoi, il risque de débarquer immédiatement à Poudlard. Mais Hermione lui explique qu'il va forcément l'apprendre par la presse, un truc comme ça, hein, voilà, tout le monde va le savoir en fait. Et donc, il vaudrait mieux que Sirius l'apprenne directement par lui. Et là-dessus, Harry accepte.
À ce moment-là, il y a Harry qui jette un morceau de toast dans le lac et il y a le calmar géant qui le mange. On s'était demandé récemment quand est-ce que ça arrivait, ou même si ça arrivait, je crois que je sais plus dans quel chapitre c'était. Et à ce moment-là, voilà, le calmar géant mange les toasts que leur lancent les élèves. Donc c'est un gentil calmar. Ah si, je sais, je crois que c'est à la répartition. Parce que du coup, il y a le... C'est quand Denis est tombé. Ouais, quand il Ouais, et on tombe. s'est demandé quoi? S'il mangeait les élèves? Non, en fait, on s'est demandé... Mais non, il me semblait qu'on se visiblement, posait- non. Je sais plus. Je pense qu'on s'était demandé, mais genre, c'est une créature, mais est-ce qu'elle est dangereuse ou pas? Bah, c'est pas parce que tu manges des toasts que t'es pas dangereux. Non. Mais bon, Je pense qu'un crocodile, tu peux lui balancer des toasts, il va essayer de le manger. Par contre, oui. il va essayer peut-être de choper éventuellement ton bras. Mais le calmar a sauvé Denise de toute façon. Donc, Oui, c'est pas un méchant calmar. c'est pas une menace pour les élèves. Non, je crois pas. Une fois parvenu à la volière, Harry emprunte une chouette de l'école. Jamais de la vie, il demande à Ron de lui emprunter Coq. Et il écrit une courte lettre pour expliquer à son parrain ce qu'il s'est passé. Alors c'est dit à ce moment-là dans le texte que Harry il ressent un poids dans sa poitrine, mais qu'il sait pas comment l'exprimer. Et là, je me suis dit, c'est vrai que les moyens de communication, ils sont hyper limités chez les sorciers. Parce que Harry, il est déprimé à ce moment-là. Vraiment, il se sent hyper morose. Je pense que quand t'es Harry, que t'as 14 ans, tu sais pas forcément très bien exprimer tes émotions, mais en plus de devoir le faire en écrivant une lettre. C'est là où sur le un téléphone, parchemin. on se dit que le téléphone est bien utile quand même. Ça va être, c'est pas facile de se confier, quoi. Bah, puis c'est toujours tout en décalé au final. Ouais. Ah ouais, surtout que Sirius, comme il est en cavale, il met vachement de temps à répondre, généralement. C'est là qu'on dit que, ouais, je trouve que les moyens de communication, on l'a déjà dit, mais c'est quand même hyper limité dans le monde des sorciers. Et en plus, là, je trouve on voit, je sais pas, Harry, il a vraiment besoin de s'exprimer. En fait, et par exemple, Sirius, ça peut être une bonne base pour lui. Mais malheureusement, c'est pas possible, enfin, en tout cas, pas pleinement. Il devrait faire des rencontres de temps en temps où les parents viennent à Poudlard pour pouvoir se voir en dehors des vacances scolaires, du coup. Ouais. Où ils pourraient un peu échanger, ne serait-ce que pour se raccrocher un petit peu au monde qui est en dehors de Poudlard. Bah, c'est vrai que Poudlard, c'est un pensionnat fermé, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment que les vacances scolaires. Ouais, ça doit être particulier quand même. Après, je pense que si les élèves vont vraiment mal, ils peuvent Ouais. donner des permissions pour aller voir les parents, je pense, pour que les parents viennent. Edwige est prête à prendre la lettre en charge, mais quand Harry lui explique qu'il ne peut pas la prendre elle s'envole en lui griffant l'épaule, puis elle refuse de se faire caresser ensuite. Entre Ron et Edwige, Harry commence à être à bout de nerfs. On a encore la sassy Edwige là, qui le prend très mal de pas être choisie par Harry. Elle a sa petite fierté. Ouais. Et je me suis dit quand même, parce que là, on expliquait à Harry qui écrit une lettre à Sirius, mais ça reste limité. Il y a Ron qui lui fait la tête. À ce moment-là, il y a même Edwige qui lui en veut, alors que c'est pas de sa faute à Harry. Voilà, il peut pas utiliser Edwige pour pas que le courrier soit intercepté et qu'elle soit reconnue. Et là, je me dis, heureusement qu'il y a Hermione, en fait, parce que à ce moment-là, il y a que Hermione avec lui. Hein. Bon, on verra après qu'il y a Hagrid quand même, mais Oui, en c'est termes vrai. d'élèves, oui. Ouais, c'est vrai. Mais il l'a pas encore vu Hagrid. Et je me dis si, ce matin-là, s'il n'y avait pas eu Hermione, je pense qu'il ça aurait été encore plus difficile et il se serait senti vraiment seul, le pauvre, quoi. À la reprise des cours, la situation de Harry ne s'améliore pas pour autant. Tout le monde croit qu'il s'est inscrit volontairement au tournoi et les autres maisons lui en veulent. Surtout Poufsouffle, pourtant toujours amical avec Gryffondor, mais qui là pense s'être fait voler la gloire de leur champion à eux. Par exemple, Ernie et Justine ne parlent plus à Harry alors qu'ils s'entendent plutôt bien en temps normal. Même Madame Chourave, la directrice de maison, semble assez distante avec Harry. C'est un petit air de McGonagall ici, là, quand même. Sans compter Ron qui n'adresse plus la parole à Harry non plus, laissant la pauvre Hermione entre deux. Après, là, on a quand même le truc où Hermione fait un peu la chouette entre Harry et Ron et elle est vraiment entre les deux. Et je me suis dit, ça arrive quand même beaucoup plus souvent que ce soit Harry qui soit dans cette position parce que Ron et Hermione se disputent souvent et c'est lui qui est entre les deux, c'est lui qui est obligé de gérer le conflit. Bon, cette fois, c'est Hermione, mais ça arrive qu'une fois à Poudlard, quoi. Lors du cours de soins aux créatures magiques avec Hagrid, Harry doit affronter les Serpentards et les moqueries de Drago qui demandent aux autres de faire la queue pour un autographe d'Harry et qui parie qu'il tiendra pas 10 minutes lors de la première tâche. Encore une fois de la jalousie à l'égard d'Harry.
Je pense que Drago, il aurait rêvé d'être que ça lui arrive. Ouais. Je pense qu'il aurait eu 17 ans, il serait porté candidat direct, quoi. La gloire. Ah oui, bah, c'est sûr. Et son père l'aurait obligé à participer, je pense. Oui. Ouais. Heureusement, le sujet du cours fait dévier l'attention de Drago, parce que les élèves doivent promener des scrouts à pétard furieux d'1 mètre de long tenus en laisse. Mais Harry soupçonne Hagrid de surtout faire diversion pour pouvoir lui parler discrètement. Alors, Hagrid lui demande s'il a une idée de qui a bien pu mettre son nom dans la coupe, et Harry ressent direct un sentiment de gratitude envers Hagrid qui résume bien la situation en disant « Ah là là, champion de l'école, décidément, il t'en arrive des choses, n'est-ce pas ?» Sans le n'est-ce pas, bien sûr. Non, mais c'est vrai que c'est touchant ce moment où, bah ouais, ça c'est évident pour Hagrid que Harry il a pas mis son nom, alors que bah c'est pas si évident que ça pour la plupart des gens. Et Harry se sent soulagé, quoi. Mais Hagrid a jamais douté d'Harry dans n'importe quelle situation. Ouais. Même dans la chambre des secrets, j'ai toujours l'image du film, avec ses coques dans la main, dans le bureau de Dumbledore, à dire que non, c'est pas lui et que de toute manière, il en était sûr, il a jamais douté d'Harry dans n'importe quelle situation, en fait. Il y a juste un moment où il leur fait la tête à tous. C'est dans l'Ordre du Phénix. Non, Oui, parce qu'ils prennent pas sa matière. ouais. Donc c'est dans le 6 Non, parce c'est dans le 6, pardon, parce que ils au ont eu début. leur buse. Ouais, c'est ça. C'est au début du 6, exactement. Et parce qu'il pense que c'est contre lui, en fait. En tout cas, je sais C'est pas, ça, ouais. il est déçu d'eux, puis après il comprend, mais c'est vrai que il fait rarement la tête, en fait, à Harry, puis au trio de façon générale. Et ouais, tout à fait. Il est toujours de leur côté, quoi. Et puis le trio est toujours de son côté à lui aussi. Enfin, Oui. je veux dire, c'est donnant. C'est quand même, il le protège et souvent, quoi. Harry, Ron, Hermione, Hagrid. Les jours qui suivent sont horribles, hein, pour Harry, au point de lui rappeler en 2e année lorsque l'école le soupçonnait d'attaquer les élèves. Sauf qu'à ce moment-là, eh bien, Ron était auprès de lui et il est hors de question pour lui de faire le premier pas. C'est à Ron de s'excuser et c'est tout. Et puis, il faut se l'avouer, Harry sent qu'il fait pas le poids face aux autres champions qui sont plus grands et plus charismatiques que lui, notamment Cédric ou Krum qui ont beaucoup plus de succès avec les filles. Alors, je trouve que ici, J.K. elle utilise bien les mésaventures assez hors normes du héros de l'histoire, de son héros, Harry, pour raconter les vraies épreuves de l'adolescence, en fait, quelque part. Il y a l'histoire extraordinaire de Harry, mais ça vient mettre en lumière des choses réelles, en fait, que traversent tous les adolescents. C'est-à-dire le fait de se comparer par rapport aux autres, les conflits entre amis, là, ici avec Ron, la jalousie, l'attirance sexuelle, bientôt les histoires d'amour. Enfin, je crois qu'on l'avait déjà dit au chapitre précédent, mais là, on est vraiment dans l'adolescence pure, quoi, malgré le fait que ça soit une histoire tragico-aventuresque, mais avec un héros, Harry, mais en vrai, c'est un ado comme les autres, quoi. Il veut être un ado comme les autres. Ouais. Il voudrait être. Et puis, il voudrait être un peu comme Cédric et Krum, il voudrait être plus grand, il voudrait, tu vois, c'est-à-dire, quitte à être champion, il voudrait ressembler comme un vrai champion, puis il est là en mode, mais je suis carrément plus petit qu'eux, qu'est-ce que je fous là? J'ai des lunettes. Ouais. Et puis, le truc de comme on est sous son point de vue, de se dire, il remarque que eux, ils ont du succès avec les filles. Je pense que c'est aussi une manière déguisée que lui, ça l'intéresse aussi, et les filles à ce moment-là, et il sent qu'il est pas du tout au même niveau. C'est intéressant, puis ça traverse vraiment tout la coupe de feu, quoi. Autrement, la réponse de Sirius se fait toujours attendre, hein. Le professeur Trelawney lui prédit sa mort à chaque cours, et faute de concentration, il se voit même attribuer des devoirs supplémentaires par Flitwick parce qu'il ne parvient pas à réussir ses sortilèges d'attraction correctement. Cet après-midi-là, Harry redoute particulièrement le cours de potions qui l'attend. La semaine passée, Hermione avait dû batailler pour éviter que Harry craque face aux provocations des Serpentards et de Rogue. Et dès l'arrivée devant les cachots, ça commence mal. Les Serpentards portent un badge qui passe d'un message de soutien à Cédric, qui dit le vrai champion de Poudlard, à l'inscription Abba Potter. Je crois que dans le film en VF, c'est le passage où Drago se fait transformer en fouine et tout. Les scènes sont un peu combinées les unes avec les autres. Et je crois qu'on entend même ouais, Harry pue, ouais, Harry schlingue. Ça me fait rire. Les vieilles insultes qui se prend.
Mais là, c'est vraiment Abba Potter. Mais en fait, je crois qu'en anglais, c'est vraiment Potter stinks. C'est vraiment, en gros, Potter pue, quoi. Hermione rétorque à un Drago tout fier que c'est vraiment très spirituel comme idée, ces badges. Ron, lui, se tient un peu plus loin avec Simus et il reste inactif. Drago propose un badge à Hermione, mais il lui demande de ne pas toucher sa main parce que, je cite, il ne veut pas se salir au contact d'une sang de bourbe. Quel sac à caca, Drago, quand même, dans ce genre de passage. Je préchote un petit peu, mais cette scène, attention, je crois que c'est une scène qu'on a déjà évoquée avant, en fait, dans les chapitres d'avant, parce que, et notamment quand on parlait de Rogue, parce qu'il va s'en passer des choses. Juste une petite remarque par rapport à Drago et son comportement. Ça fait 3 ans qu'avec mon conjoint, on va voir les ciné-concerts d'Harry Potter. Et du coup, donc, à chaque fois qu'il y a une scène où Drago, comme là, on a passé le 3, donc, sur l'île, c'était le 3 là en début janvier. Et quand Hermione met une gifle enfin là, du coup, c'est un coup de poing à Drago. On a toute la salle qui se met à applaudir, à acclamer. Et du coup, ça me fait rire à chaque fois. Et je sais qu'au 4, quand il va se transformer en fouine, ça va être pareil. Et c'est là où on voit que tout le monde a le même avis sur Drago, en fait, par rapport à son comportement. Ouais, c'est ça. En fait, c'est surtout dans la première partie de la saga, enfin, on va dire même jusqu'au 6, c'est, comment dire, l'ennemi, le chiant, en fait, le petit chieur, et du coup, on prend plaisir à le voir prendre un karma, en fait. C'est ça, c'est qu'on attend qu'une chose, c'est ça, que le ouais. karma se retourne contre lui. Et il y a un moment, il se retourne contre lui, et c'est satisfaisant. Et puis, jusqu'au 6, où, en fait, le truc va tourner, en fait, et que en fait le karma se retourne direct contre Drago et il devient victime de ça, en fait. En fait, le karma l'écrase, quoi. C'est pas juste un Ouais, truc, c'est ça. ah ouais, il se prend une claque, ah, Gryffondor gagne la coupe des 4 maisons. Bah non, en fait, c'est un truc un peu plus deep que ça. Et là, pour le coup, on n'est plus dans les gamineries, on est sur un truc un peu plus dark. Ouais, c'est intéressant. Mais là, on est quand même sur une gaminerie, quoi. Enfin, encore sur les trucs de Oui, sang de oui. bourbe. D'ailleurs, c'est marrant parce que Harry se dit juste avant, il est tellement, il se sent déprimé, il se dit, et ça lui rappelle sa 2e année, quand tout le monde l'accusait d'être l'héritier de Serpentard et d'attaquer les élèves de Poudlard. Et c'était tout le moment où Drago faisait sang de bourbe, sang de bourbe, sang de bourbe. Et là, pareil, on voit que 2 ans après, c'est toujours la même chose. Donc, Il a pas évolué, le gars. non, il en répète. On s'en est trop pour Harry, qui, à force d'accumuler de la rage et de la frustration, il sort sa baguette magique, il la pointe droit sur Drago, qui fait de même. Malfoy lui dit qu'il n'a pas maugré cette fois pour le protéger et qu'il a sûrement pas le courage de l'attaquer de toute façon. Dit le gars, quand même, qui est toujours entouré de ces 2 gardes du corps débiles. Hein. Mais bon, passons. Harry et Drago lancent simultanément un sortilège l'un sur l'autre. Un Furculus pour Harry, un Dante Sogmanto, je sais pas trop comment le dire en français, Dante Sogmanto pour Malfoy. Les 2 sortilèges ricochent l'un contre l'autre et celui de Harry touche Goyle, dont le visage se couvre de furoncle, tandis que celui de Drago atterrit droit sur Hermione, qui pousse des gémissements en se tenant la bouche. Je me suis dit, mais pourquoi ces sorts-là, en fait? Genre, ça sort d'où, là, Dante Sogmanto? Moi, je pense que c'est un peu comme les insultes qu'on connaît quand on est petit. Là, c'est vraiment oh bah tiens, un sort qui te fait pousser les boutons, un sort qui te fait pousser les dents. Ça me fait penser un peu aux insultes puériles qu'on connaissait quand on était petit. Bah là, pareil, c'est des sorts un peu puérils, quoi. Si je me demande où ils apprennent ce genre de sort, en fait. Parce que je pense pas qu'ils apprennent ça en cours, mais peut-être dans... Tu sais, je reviens aux insultes puériles, genre quand tu vois les petits en maternelle, ils sont là, genre, ah, t'es crotte de bique. Ils apprennent ça où, tu vois? Ils sortent ça d'où, les insultes? C'est pas les parents, c'est pas les profs, ça sort d'où? À nos plus jeunes auditeurs, d'où sortez-vous, crotte de bique? Ouais. Je sais pas si on a des si jeunes auditeurs que ça, mais... Mais ouais, ça fait penser un peu à Crash Limace avec Ron, en fait, dans le 2 encore. Ouais, Crash Limace, ouais, c'est peut-être... A poo-poo face. Des petits sorts un peu de gamins comme ça. Quoi? A poo-poo face. Pourquoi tu dis ça? C'est une insulte que j'ai entendue dans une interview, un truc comme ça, et ça m'a fait rire en anglais. A poo-poo face. À ce moment-là, Ron se réveille et il se précipite droit vers Hermione. Les dents déjà proéminentes d'Hermione poussent à une vitesse folle et atteignent déjà son menton. Rogue
fait alors son entrée, le fameux. Tout le monde se met à parler en même temps, mais naturellement, il choisit Drago pour lui expliquer ce qui s'est passé. Ce dernier raconte que c'est Harry qui l'a attaqué et que son sort a touché Goyle, dont le visage est comme couvert de champignons vénéneux. Rogue demande à Goyle d'aller à l'infirmerie. Ron rétorque ensuite que Drago, lui, a ensorcelé Hermione qui, la pauvre, ne peut même plus couvrir totalement ses dents avec ses mains tellement elles sont grandes. Et là, Tintin. Rogue, à son prime, on sent vraiment toute la belle personne qu'il est au fond de lui, parce qu'il répond froidement en regardant Hermione, « Je ne vois pas grande différence. » Et là, C'est un homme d'une trentaine d'années qui parle d'une gamine de 13 ans, enfin 14 ans. quel genre d'abruti tu es pour dire une atrocité pareille à une élève de 14 ans qui t'a absolument rien fait, quoi. Genre, quel abruti tu es à faire ça. C'est... Alors, je sais, hein, c'est vraiment... C'est le pire de Rogue. Il y a le meilleur et le pire de Rogue. On est dans le pire de Rogue. Voilà. On y est. Mais ça, vraiment, moi, c'est un truc, mais je crois que je l'avais déjà dit. Quand on a la rédemption de Rogue à la fin et que dans l'épilogue, Harry baptise même son fils Albus Severus Potter et qui dit que c'était Quelle connerie. l'homme le plus courageux qu'il ait jamais connu. Moi, je suis contre parce que même si Rogue est un personnage passionnant parce que plein de nuances et que Pas tellement de nuances. On peut pas dire que c'est un homme nuancé. Il a beaucoup. Enfin, non, mais oui. Le débat éternel. Ça, on va recevoir des beuglantes encore. Sa part sombre est majoritaire. Il a beaucoup plus de sombre en lui. Son côté obscur est beaucoup plus proéminent que son côté lumineux. Je suis désolée. Et son côté lumineux n'est valable que parce qu'il a aimé Lily. Oui, en plus. Qu'il l'a jamais, Tout le qu'il reste. l'a jamais aimé en retour, qu'il lui a toujours fait comprendre. Il s'est jamais remis. En fait, Lily, c'est purement un crush. La question, c'est que est-ce qu'une seule bonne action dans ta vie peut effacer toutes tes actions d'ordure que tu peux faire au quotidien? Après, Mais le truc, c'est que même envers la personne qu'il a aimée, il a été horrible. Oui. Donc, Ah là, on entend les adorateurs de Rogue là. non, mais c'est vrai. Rire là, leur hibou sonore. Non, mais la nuance, c'est que. Mais après, c'est de sa faute aussi à lui. C'est un peu lui aussi qui provoque ça. Mais néanmoins, on a vu hein, le comportement de James et de Sirius qui le harcèlent. Je pense que ça joue un rôle, clairement. Parce que Rogue, Oui, non, mais attends, je l'excuse Ah pas. oui, pardon. J'explique Oui. un peu. C'est que Rogue, il a été harcelé et souvent on voit c'est cyclique, tu vois. Les bourreaux sont des anciennes victimes. Et là, clairement, Rogue est un bourreau. D'accord, la fille qu'il a aimée l'a jamais aimé en retour. Et puis en plus, pire, elle est partie avec son pire ennemi qui le harcelait. Il aurait pu s'en remettre. Non, il a fait un choix inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a une trentaine d'années. Il est même professeur. C'est-à-dire qu'il vraiment, il a une posture d'autorité face à des enfants, face à des adolescents. Et il fait le choix de continuer ce cycle, en fait, du harcèlement. Donc, il peut y avoir des circonstances atténuantes. C'est juste la nuance que j'apporte. Mais ça peut expliquer, mais ça n'excuse pas, en fait. Pour moi, ça n'excuse pas. Et pour moi, parce que ce n'est pas excusable. Genre, je lui pardonne pas cette phrase-là, à Hermione, je lui pardonne pas, je lui pardonnerai jamais à Rogue. Désolé hein, si vous adorez vraiment le personnage, mais là, c'est un abruti fini et on peut pas l'excuser. Prenez cette situation dans la réalité. Un homme d'une trentaine d'années face à une enfant de 14 ans qui la harcèle sur son physique. Et en plus, un professeur. En plus, un professeur. Imaginez que Hermione, c'est votre fille. Comme je disais déjà précédemment, je crois qu'on le disait ensemble dans des anciens épisodes, mais j'ai l'impression que ceux qui vénèrent particulièrement Rogue sont beaucoup plus proches des films que des livres, parce que le personnage de Rogue joué par Alan Rickman dans les films est beaucoup plus romantisé, je trouve. Et par exemple, cette réplique n'est pas dans le film, évidemment, et je pense que ça aurait été choquant que ça y soit. Donc j'ai l'impression aussi qu'il y a une différence entre livre et film là, sur ça. Harry et Ron se mettent à crier et à insulter Rogue en même temps, un peu comme nous, là, ce qu'on vient de faire. Ce qui a pour conséquence de ne pas parvenir intelligiblement aux oreilles de l'intéressé, qui enlève toutefois 50 points à Gryffondor et qui donne une retenue à chacun. Harry et Ron tremblent tous deux de rage en rentrant dans la salle de classe, et pendant un court instant, c'est comme si tout était revenu à la normale entre eux. Mais Ron rejoint Dean et Simus et laisse Harry seul à sa table.
isolé. Il voit Drago lui montrer à nouveau son badge et il a des envies de meurtre et de sortilège Doloris. Franchement, ça me rend tellement en colère cette partie. Bah, déjà, il y a plein d'injustices en fait. Il y a le comportement de Rogue qui est insupportable. Il y a le fait que Harry, il mérite pas ça. Entre Ron qui lui fait la tête, là, il se retrouve tout seul à sa table alors que justement, il devrait avoir des potes pour le soutenir. Enfin bref, ça me rend en colère quoi. Genre, je suis vraiment en Et colère puis, quand je relis ça. il perd des points, Ouais. il a une Tout va colle. mal. Voilà, c'est ça, c'est la totale, quoi. Il doit participer à un tournoi dont il a peur, hein. Il a pas envie de participer. Il a peur des tâches. En plus, il se compare aux autres. Il se sent petit, faible. Enfin, rien ne va pour Harry. Et en même temps, est-ce que ça décrit pas parfaitement l'adolescence Ouais, où ouais. rien ne va, où tu as l'impression que tout te tombe dessus? En tout cas, moi, j'ai un vrai affect pour Harry dans ces passages-là parce que je suis en colère avec lui en fait. Et puis c'est le but, hein, forcément. L'injustice, je pense que ça rend vénère tout le monde en fait. Il y a rien d'un plus insupportable que l'injustice. Enfin, je trouve en tout cas. Et c'est pour ça à chaque fois, je sais que ces passages dans la coupe de feu sont là et c'est un peu pénible Et pour encore, moi. le pire, c'est une injustice, c'est déjà terrible. Et quand tu subis une injustice de la part de ton ami, Ouais, ça fait encore plus mal. ouais. Donc vous pouvez nous envoyer vos beaux glands. Nous, on n'en a rien à faire. Les adorateurs de Ron, là. Ron, t'as vu son comportement. Rogue, c'est une pauvre tâche. Genre, je l'ai dit. Pauvre tâche, Rogue, tu vas faire quoi? Les Rogue Zouz, vous allez faire quoi? Je fais ça. Moi, je vais aller à Villedieu-les-Poils. Hein. Salut. Dans quelle maison de Poudlard tu mettrais Pierre de la Starac? Gryffondor avec moi. Voilà. Moi, je le mettrais en pouf souffle. Ah. J'ai pas d'avis. Ah. Le thème, non, le thème du cours se porte. Tu sais, je me dis, on a souvent des auditeurs qui nous découvrent maintenant. Ils nous disent, ah, c'est trop marrant parce que du coup, je suis chronologiquement, j'ai l'impression de faire un bond dans le passé parce que vous parlez du Covid, des machins, de Hogwarts Legacy qui est pas encore sorti. Là, je me dis, s'il y a des gens là, il y a forcément dans 10 ans là, il y a des gens qui vont écouter ça pour la première fois, ils vont se dire, Pierre. Bah, j'espère qu'il sera encore connu. Bah, j'espère que ça sera une super star pour lui. Mais peut-être pas. Ça rien. Dans 10 ans, Villedieu-les-Poils sera devenu la capitale de la France. Tu vois, genre, on se souvient, même si je lui souhaite, s'il est connu, on se souviendra pas qu'il vient de Villedieu-les-Poils dans 10 ans, tu vois. Genre. Voilà. On dit ça parce que big up la Normandie, hein, comme vous le savez. Alors pour revenir dans les cachots avec Rogue au cours de potions, eh ben le thème de ce cours, c'est sur les antidotes. Et Rogue leur annonce qu'il désignera quelqu'un pour tester sa propre potion. Et en croisant son regard, Harry sait d'avance que c'est lui que Rogue choisira d'empoisonner à la fin du cours. Mais avant que la classe ne commence, quelqu'un frappe à la porte, ce qui chasse momentanément les pensées lugubres de l'esprit de Harry. C'est Colin Crivet qui vient chercher Harry de la part de Ludo Verpet. Tous les champions sont appelés, ils doivent prendre des photos. Aïe, le malaise. Imagine expliquer à Rogue que tu dois partir parce que tu dois prendre des photos. J'imagine la tête de Rogue, horrible. Ouais, Harry, il en veut à Colin en mode t'aurais pu éviter de rentrer dans les détails. Surtout devant toute la salle de classe, devant Ron qui précisément lui fait la gueule à cause de ça. Ouais. Il n'y a rien qui va Là, là. il donne vraiment le bâton pour le battre, en fait. Bah, malgré ça, Rogue le laisse partir, mais il souhaite quand même qu'Harry reste pour tester son antidote. Mais Colin lui dit qu'il doit prendre toutes ses affaires et bon, très bien, que Potter disparaisse de ma vue. Coupe Rogue. Alors qu'Harry se dirige vers la porte, il voit briller le magnifique badge à bas Potter, histoire de lui donner un petit coup de peps avant le shooting photo. À Potter, tu schlingues. En tout cas, s'il y en a un qui est ravi, c'est bien Colin Crivet. Il trouve extraordinaire qu'Harry soit champion. Alors que les deux élèves montent l'escalier en direction du hall d'entrée, Harry lui demande « Mais c'est quoi ces photos ?» Et selon Crivet, ça serait pour la Gazette du Sorcier. Chouette, c'est encore de la pub, comme s'il avait besoin de ça. Moi, je me demande pourquoi c'est Colin qui est... Oui, je me suis demandé aussi. Pourquoi lui et comment il s'est retrouvé là? Ouais, c'est ça. Ils ont fait un sondage. Qui est le plus fan d'Harry Potter parmi vous? Ouais, je sais pas comment ça s'est passé. Je me suis demandé ça aussi.
Après, je pense qu'il est ravi. Hein. C'est le candidat oui. idéal. Hein. Tu m'étonnes. Arrivé à destination, Harry se retrouve dans une salle de classe dont les tables sont repoussées au fond de la salle pour laisser un grand espace vide au milieu. Seules 3 tables ont été gardées et recouvertes de velours. Derrière elles se trouve Ludo Verpet ainsi qu'une sorcière qu'il ne connaît pas encore. Nous non plus pour l'instant. Les 3 autres champions sont également présents et un autre sorcier, le photographe. Harry est vivement accueilli par Verpet qui le rassure en lui apprenant que c'est seulement la cérémonie d'examen des baguettes. Mais ça n'a pas l'air de rassurer Harry parce que il ne sait pas de quoi il s'agit. En fait, étant donné que les baguettes sont les instruments les plus importants du tournoi pour accomplir les tâches, un expert va vérifier leur bon état de fonctionnement. Et puis, il y aura une petite photo pour conclure de tout le monde. Et Rita Skeeter, la fameuse sorcière qui l'accompagne, va écrire un article sur le tournoi dans la Gazette du Sorcier. Rita Skeeter, avec sa coiffure compliquée et ses ongles longs de 5 cm, fixe Harry. Elle souhaite lui demander quelques petits trucs. Après tout, c'est le plus jeune champion. Les ennuis commencent. Harry hésite, mais il n'en faut pas plus pour Rita pour prendre ça pour un accord. La minute d'après, ses longs ongles se referment sur le bras d'Harry et l'emmènent hors de la pièce. Et elle ouvre une petite porte dans le couloir et les deux se retrouvent dans un placard à balai. Installée sommairement sur un seau retourné, elle sort de son sac en crocodile une poignée de chandelles qu'elle allume à coups de baguette. Elle demande à Harry si elle peut prendre une plume à papote pour faciliter l'interview. Harry ne sait pas ce qu'est une plume à papote non plus. Alors c'est alors qu'elle sort de son sac en crocodile une longue plume d'un vert criard et un rouleau en parchemin. Après avoir humidifié la plume, elle la plante sur le parchemin et la plume reste en équilibre. C'est moi ou il y a quand même une espèce de sous-entendu sexuel un peu bizarre avec Rita Skeeter. Non mais c'est vrai, parce que je sais pas, ça déjà dans le film c'est complètement assumé quoi. D'ailleurs le film est assez fidèle là-dessus, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment dans un placard à balai et comme c'est étroit, leurs corps sont très proches, ça gêne Harry. Ouais. Et puis là dans le livre, je l'ai pas senti. Dans le livre, elle dit on va trouver un endroit tranquille, merveilleux, on y sera très bien. Puis comme je vois un peu ce que tu veux dire, on dirait un petit peu la vieille dame perverse qui va aller j'ai pas soudoyer jeune. Dans le film peut-être, mais dans le livre, non, j'ai pas senti ça comme ça. Ah, dans le livre, c'est genre vraiment Harry, il est ultra gêné de la proximité physique et là, elle est là. Détends-toi, on est bien ici, tu vois. Et c'est genre, oh, c'est bizarre. Ah ouais, je sais pas. Surtout qu'on parle d'hormones, voilà, un peu pendant tout le truc. Enfin bref, je trouve qu'il y a un sous-entendu du placard à balai de toute façon, tu vois. Ah ouais. Et en tout cas, ouais, dans le film, c'est assumé. Je peux faire un petit point étymologie vite fait sur Rita Skeeter parce que c'est pas mal. Alors Rita, j'ai rien, mais Skeeter, vous savez? Non, je vois pas Skeeter. Non. Alors, ça n'a pas été traduit, hein, c'est le même en anglais. Et en fait, en argot, ça veut dire moustique. Et c'est sûrement une référence au terme paparazzi, qui serait dérivé d'un mot italien qui signifie lui aussi moustique. Rita Skeeter. Et en plus, on peut y voir une ressemblance phonétiquement à Beetle, Skeeter, Beetle, qui veut dire scarabée, donc en fait l'animagus qu'elle est. Mais c'est surtout ce que Skeeter, ça veut dire moustique comme un paparazzi. Ok, voilà. Paparazzi, ça veut dire moustique? Ah, ça voudrait dire, ouais, moustique, ouais, en italien. Ok. Rita Skeeter fait donc un essai avec la plume. Alors qu'elle se présente à voix haute, la plume se met à écrire toute seule. Alors que la phrase initiale, c'est « Je m'appelle Rita Skeeter, reporter à la Gazette du Sorcier », la plume écrit « Séduisante blonde de 43 ans, Rita Skeeter, dont la plume acérée a dégonflé bien des réputations surfaites. » C'est le début de l'IA, en fait. On parle beaucoup de l'IA aujourd'hui. Mais est-ce qu'une plume à papote, c'est pas de l'IA? Oh si, c'est un peu ça. Hein. C'est carrément ça, non? Alors là, ça va être une interview très intéressante, puisque le derbo de l'interview, c'est « Alors Harry, qu'est-ce qui t'a décidé à participer au tournoi des 3 sorciers ?» Réponse d'Harry Malgré le fait qu'il n'ait prononcé aucun mot, la plume écrit sur le parchemin. Une horrible cicatrice.
Souvenir d'un passé tragique défigure le visage par ailleurs charmant de Harry Potter, dont les yeux d'un ton ferme. Rita Skeeter, qui a vu que Harry commence à regarder la plume en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce chantier, elle lui intime de ne pas se préoccuper de la plume et réitère sa question. Harry lui répond qu'il n'a pas décidé de participer au tournoi des 3 sorciers et il ne sait pas comment son nom a été déposé dans la coupe. Rita Skeeter reste sceptique à la réponse d'Harry, mais c'est pas grave, la Gazette du Sorcier aime les esprits rebelles. Deuxième question, quel est ton sentiment quand tu penses aux tâches qui t'attendent? Appréhension? Mais Harry, lui, il a pas réfléchi à ça, il n'a même pas eu le temps de réfléchir à ça, vu tout ce qui s'est passé. Troisième question, certains champions sont morts dans le passé, tu y as pensé? Mais Harry se rassure en lui disant que cette année, ça sera beaucoup moins dangereux. Et des questions continuent à fuser jusqu'à ce que Rita Skeeter parle du fameux sujet. Elle lui demande s'il se souvient de ses parents et quelle serait leur réaction s'ils savaient qu'ils concouraient au tournoi des 3 sorciers. Alors là, le malaise d'Harry disparaît pour l'agacement. Alors qu'il jette un œil au parchemin, il voit alors que la plume à papote est en train d'écrire. Des larmes remplissent ses yeux d'un vert étonnant lorsque nous en venons à parler de ses parents dont il ne garde presque aucun souvenir. Mais non, il n'y a aucune larme dans ses yeux. Mais avant qu'une réponse ne sorte de la bouche de Rita Skeeter, Albus Dumbledore ouvre la porte du placard à balai. Rita Skeeter paraît enchantée de le voir, mais bizarrement, Harry remarque que parallèlement, la plume et le parchemin ne font plus partie du paysage. Mais vous pensez que la plume à papote, elle est... Enfin, comment ça marche en vrai? Est-ce qu'elle est connectée à Rita Skeeter? Je me suis demandé ça aussi. Ouais. Est-ce que c'est comme ça que Rita Skeeter écrirait? Enfin, est-ce que c'est lié à ses pensées et que c'est juste une flemme de sorcier, quoi? Ou est-ce que la plume, elle a sa propre conscience? Je sais pas trop comment ça marche, en fait. Je sais pas si elle a propre conscience parce qu'elle a l'air d'être en adéquation avec les pensées de Rita Skeeter. Bah ouais, c'est comme ça qu'elle écrirait, en fait. Ouais, je dirais pareil. Je pense que est-ce que ce serait pas lié à la personne qui ensorcelle la plume ou qui la détient? Parce que est-ce que je sais pas. Mais C'est comme une c'est vrai extension de la pensée. En fait, c'est pas voilà. vraiment une IA, c'est ou alors c'est Elle enjolive les mots, mais à la manière de. C'est une intelligence artificielle, mais calquée sur la personnalité de son créateur. On n'est même pas dans l'IA, peut-être on est dans le futur de l'IA. Genre utiliser l'IA pour prolonger son esprit, tu vois. Tu vois. Après, l'IA, carrément dans le futur du futur. Hein. L'IA, c'est une intelligence artificielle, mais elle n'a pas d'autonomie réelle. En fait, elle est nourrie par les informations qu'on lui donne et les créations des humains. Oui, c'est comme si elle avait scanné la personnalité de Rita Skeeter et qu'elle la reproduisait. Ouais, l'IA, elle scanne les pensées de l'humanité. C'est vrai qu'il y a quelque chose. Hein. Il y a une simulation. La journaliste demande à Dumbledore s'il a eu l'occasion de lire ce qu'elle a écrit sur la réunion de la Confédération internationale des mages et sorciers. Dumbledore lui répond merveilleusement fielleux et qu'il apprécie la formule pour le décrire comme un vieil ahuri d'un autre âge. Alors, est-ce que vous savez ce que veut dire fielleux? Parce que moi, j'avoue que je ne connaissais pas le terme. Avant ou après l'avoir vu dans le doc qu'on partage tous les deux? Ah oui, c'est vrai que je l'ai mis dans le doc. Non, je sais pas. Tu savais? Non, je savais pas. Alors, j'ai cherché la définition et c'est quelque chose qui est porté à la malveillance, au dénigrement et qui témoigne de l'animosité. Animosité, voilà. Donc en gros, l'article était malveillant, quoi. Égard surtout de Dumbledore, je pense. Et juste... Bon, comme beaucoup de ce que Rita écrit au final. Surtout puisqu'elle écrit après sa mort, en plus. Elle continue après sa mort du pauvre Dumbledore. Et juste pour finir avec les technologies, là, c'est vrai que on a un autre exemple de la magie des sorciers chez J.K. Rowling qui vient prédire la technologie. On l'a souvent cité, mais c'était le journal intime de Tom Jedusor qui était un peu Skype, enfin MSN avant que MSN existe, quoi, à l'époque. Et j'ai vu un montage récemment qui m'a fait rire où c'est Harry qui écrit dans le journal intime, qui dit « Bonjour, je m'appelle Harry Potter » et ça répond « Bonjour Harry, je suis ChatGPT ». Et c'est vrai que tu vois, genre vraiment, c'est comme si la magie en fait avait de l'avance et que la technologie qu'on fabrique aujourd'hui, enfin maintenant le temps nous rattrape. C'est-à-dire l'histoire se passe en 90, maintenant on est 30 ans quoi après. C'est comme si notre technologie arrivait au point de la magie des sorciers dans les années 90. Alors, c'est passionnant. Ils se sont inspirés de J.K. pour créer tout leur truc. Hein. Ouais.
sont en retard sur certains trucs, mais ils sont en avance sur d'autres. Ouais. Donc en tout cas, Rita Skeeter ne paraît pas le moins du monde gênée après la remarque de Dumbledore, et puis au contraire, elle rebondit même. Mais Dumbledore lui fait remarquer que bien qu'il aimerait connaître le raisonnement derrière l'insulte, l'examen de baguette va commencer et le fait qu'un champion soit caché dans un placard à balai risque de poser problème. Harry, pour sa part, il est trop content de pouvoir échapper à Rita Skeeter et prend place à côté de Cédric. Les juges, eux, sont installés derrière les tables de velours. Mais Harry ne va pas longtemps échapper à la journaliste puisque cette dernière se met dans un coin muni de sa plume à papote. L'expert en baguette n'est autre que Monsieur Ollivander. La première à passer est Fleur de la Cour. Alors qu'elle lui tend sa baguette, Ollivander la fait tourner entre ses doigts et la baguette projette des étincelles roses et or, qui convient très bien à Fleur de la Cour, je trouve. Très rigide, bois de rose et avec des cheveux de Vélane de la grand-mère, enfin un cheveu de Vélane de la grand-mère de Fleur. Ollivander lui dit qu'il n'a jamais utilisé de cheveux de Vélane pour ses baguettes parce que selon lui, cela procurerait un mauvais caractère à la baguette. Donc les baguettes peuvent avoir mauvais caractère. Je pense que là, c'est surtout un peu comme des professionnels qui jugent le travail des autres. Un peu, Là, genre, on le voit, il va juger quand c'est pas sa baguette, ouais, voilà. Il va être content quand ça vient de chez lui. Quand c'est la baguette de Kronk, c'est Gregorovitch. Et en gros, moi, je travaille pas comme ça. Moi, je travaille pas comme ça. Donc, je pense que c'est plus ça. Et je me suis posé une question sur la baguette de Fleur parce qu'on voit que c'est un cheveu de Vélane de sa grand-mère. Du coup, sa baguette, elle a été faite sur mesure pour elle, ça veut dire ? Bah oui, je pense. Ok. Parce que c'est pas quelque chose qu'on voit dans Harry Potter, disons pour Poudlard et la scolarité là-bas, parce que Harry, en gros, il va chez Ollivanders acheter sa baguette, mais je sais pas si c'est possible en tant que parent, d'aller voir par exemple Ollivanders et de lui dire, bah voilà, j'aimerais une baguette sur mesure, machin, parce que c'est quand même la baguette qui choisit son sorcier, donc. Quand t'as les moyens, tout est possible, je pense. Ouais. Peut-être que tous les fabricants de baguettes n'ont pas. Alors, est-ce que c'est une éthique? Je sais pas. Mais n'ont peut-être pas la même manière de fabriquer. Parce que Ollivander, lui, donc c'est pas lui qui a fait la baguette de Fleur. Et vu qu'il dit qu'il n'a jamais utilisé de cheveux de Vélane. Mais peut-être qu'un autre fabricant propose des baguettes sur mesure. La baguette choisit son sorcier, mais je pense que le fait que ça soit un cheveu de sa grand-mère, ça tisse encore un lien plus fort, je pense. Et j'avais regardé un peu dans les bouquins que j'ai à la maison sur les baguettes, et c'était bien dit que en fait, selon ce qu'il y a dans la baguette, ça peut changer du coup le caractère de la baguette. Et il y a des baguettes qui sont beaucoup plus qui peuvent faire plus facilement allégeance que d'autres. Donc peut-être qu'en utilisant certains bois ou certains composants, on peut réussir à faire des baguettes plus facilement sur mesure qui seraient plus souples par rapport au choix du sorcier que d'autres. Donc après avoir inspecté la baguette, il vérifie si elle n'a pas de bosse, pas d'éraflure, et lance un orchidéus, et un bouquet de fleurs jaillit à son extrémité. Conclusion, elle fonctionne parfaitement. Vient autour de Cédric. Et là, Ollivander, il est content, parce qu'il voit que la baguette vient de chez lui. Elle contient d'ailleurs un crin de licorne mâle, de 4 mètres d'envergure, si je me souviens bien, qui a failli l'éventrer quand il a pris un bout de crin de la queue de cette licorne. Et là, je me suis dit, attends, ça veut dire que les crins de licorne, ils les prennent eux-mêmes sur une licorne vivante ? Ouais, apparemment. Sacré travail. Bah ouais, et puis c'est Ollivander lui-même qui le fait. Oui. Ouais. Donc 30 cm et demi, frêne, souple, excellent état. D'ailleurs, Cédric, vraiment bon petit élève, bon petit sorcier, l'avait ciré la nuit dernière. Il y a quand même... Je veux dire, désolé, j'ai peut-être l'esprit mal placé. Je parlais de Rita Skeeter dans le placard à balai. Mais là, Cédric, il a ciré sa baguette la nuit dernière. D'habitude, c'est moi qui ai l'esprit mal placé. Et ça fait sourire Fleur. Enfin, vraiment, désolé, mais c'est compliqué, là. D'habitude, c'est moi qui ai l'esprit mal placé. Quand Ollivander, il explique que c'est lui-même qui reconnaît le crin de licorne, que c'est lui qui a été le prélevé et tout. J'ai un peu une vibe Norbert Dragono, en fait, Newt Scamander dans les Animaux Fantastiques, où c'est lui, en fait, il est vraiment sur le terrain. En fait, c'est un peu...
y a un peu des similitudes, quoi, entre le mot me manque toujours, zoologiste et un fabricant de baguettes. Enfin, voilà, en fait, il mouille la chemise, Ollivander. C'est pas juste un vendeur, c'est pas un commercial, c'est un artisan aussi. C'est un vrai artisan et un aventurier, apparemment. Après, malheureusement, les ventricules de dragon, le dragon, il est pas vivant, quoi. Bah non, parce que c'est... Ouais, non, ventricule de cœur, non, je pense pas. Et donc, du coup, on revient à Harry qui se compare beaucoup quand même à Cédric. Hein. Parce que Cédric, lui, il a sa baguette toute parfaite et tout. Puis lui, du coup, Harry, il regarde sa baguette et puis il y a plein de traces de doigts. Donc, il essaye de la nettoyer discrètement. Et donc, du coup, en la nettoyant, ça fait apparaître des étincelles dorées. Et puis là, Fleur, elle le regarde d'un ton... Il y a le regard des filles aussi, encore ces Fleurs qui regardent Cédric, genre... Oui, Fleur sourit à Cédric, et par contre... Cédric, parce qu'il a ciré sa baguette. Mais contre, vraiment, Harry qui essaye de nettoyer sa baguette, elle le regarde d'un air... Ouais, en plus, la baguette de Cédric qui s'est cirée hier soir, elle est plus grande que la mienne. Enfin, autour de Krum. Elle est beaucoup plus... Pardon. Non, j'arrête. Autour de Krum, lui, sa baguette est une création de Gregorovitch, très bon fabricant selon Ollivander, mais qui a une philosophie différente de la sienne. Bon, bois de charme, nerf de cœur de dragon, épaisse, rigide, 25 cm et demi. Ils aiment bien le et demi dans les baguettes. Oui, voire des virgules 2, des virgules... Ouais. Il lance un avis ou avis, je sais pas, et c'est alors que des oiseaux s'envolent de la baguette. Désormais, il ne reste plus que Harry. Et soudain, les yeux pâles d'Ollivander deviennent éclatants. Harry se souvient aussi du jour de l'achat de sa baguette. C'était le jour de ses 11 ans et il était accompagné d'Hagrid. Nous aussi, on s'en souvient. Harry avait essayé... C'était il y a 84 ans à la fréquence. Harry avait essayé plusieurs baguettes avant de tomber sur celle qui lui correspondait. Bois de houx, 27 cm et demi. Pas mal. Et une unique plume de phénix, et pas n'importe laquelle, car cette plume venait du même oiseau. Ah, j'avais pas réussi à formuler cette phrase, mais vous allez me comprendre. La plume qui est dans la baguette d'Harry provient du même oiseau dont la plume est aussi dans la baguette de Voldemort. Non mais on te comprend parce que on le sait déjà. Vous me comprenez. Harry, lui, il avait décidé de garder ce détail pour lui parce qu'il aime beaucoup sa baguette et il voulait pas faire état de son lien avec Voldemort. Et donc, du coup, il espère qu'Ollivander garde aussi ce détail pour lui. En plus, il y a Rita Skeeter, donc bon, imaginez l'article du tonnerre. Bien qu'Ollivander passe plus de temps sur l'examen de la baguette d'Harry, il ne parle pas du lien avec Voldemort. Ouf! Après qu'il ait fait jaillir une fontaine de vin de sa baguette, il la déclare en parfait état. Je me demande, parce que Ollivander, il n'a pas du tout d'hésitation à parler de Voldemort quand il vend la baguette à Harry dans le tome 1. Et là, je me demande, est-ce que c'est pas parce qu'il y a Dumbledore aussi, parce que... Il y a Rita Skeeter surtout. Il y a Rita Skeeter, ouais, mais c'est Ollivander, tu vois, et il y a quand même ce truc dans le tome 1 où je me souviens, Harry se fait cette remarque quand il part de la boutique, il a cette pensée, il savait pas si il trouvait Ollivander sympathique, et qu'en gros, dans ce qu'il dit sur Voldemort, il y a quand même une ambiguïté, comme une espèce de fascination envers Lord Voldemort pour la magie qu'il a exercée, en fait. C'est-à-dire que même si elle a tué ses parents, Ollivander, il semble fasciné aussi par Lord Voldemort, par sa puissance magique. Et je pense qu'il y a un petit côté comme ça, je sais pas, aussi quand t'es fabricant de baguettes magiques, t'es passionné par la magie, tu veux créer les baguettes magiques les plus performantes. Et je pense qu'effectivement, Ollivander doit avoir de la fascination envers Voldemort. Je pense que ça... je pense qu'il y en a beaucoup qui ont de la fascination. Oui. Mais je pense que Ollivander en fait partie. Et je pense parce que c'est sa baguette, c'est la baguette qu'il a créée, et il reconnaît la puissance de la baguette qu'il a créée. Donc je pense que c'est entre guillemets, c'est une fierté alors pas forcément par rapport à comment la magie a été utilisée, mais l'intensité de la magie qui a pu sortir d'une de ses fabrications. Je pense que c'est. En tout cas, il y a une ambiguïté. Il y a quelque chose de vivre. Ouais.
Alors que Dumbledore indique aux champions qu'ils peuvent aller dîner, vers paix le couple. Les champions doivent faire des photos accompagnés des juges. Alors malheureusement, l'ombre géante de Madame Maxime complique la séance, qui dure inutilement longtemps. Bah ouais, elle a une ombre tellement grande que tout le monde est caché par son ombre. La pauvre. Alors elle, Rita Skeeter, elle arrête pas de pousser Harry en avant, alors que lui, je trouve ça trop nul. Le photographe veut mettre en avant Fleur. Ouais, il y a des trucs comme ça où C'est genre bizarre. mais dès le départ, c'est-à-dire que quand Harry rentre dans la pièce, c'est dit Ça direct sexualise un peu Fleur, tu vois, alors qu'elle est très jeune. Bah après, elle a du sang de Vélane, donc. Oui, c'est vrai. Ouais. Je pense que le photographe direct, il se prend l'aura de Vélane de Fleur. Ouais, c'est vrai. Ouais. Comme Ron se l'est pris. Ouais. Je pense que le photographe. Ouais, mais alors pourquoi les autres paraissent pas Cédric, Harry, Verpet, Dumbledore C'est quand même un peu Ron. Peut-être que le photographe est un peu plus porté sur la chose et peut-être un peu plus sensible à ça. Tu vois, il y a aussi. Mais donc, du coup, ça revient à la question. On sait que Dumbledore est gay. Il est attiré par les hommes. Du coup, Quoi Attends, quoi Est-ce qu'il peut être attiré par une Vélane? C'est la question qu'on s'était posée. Est-ce que du coup, le sortilège implique les hommes, peu importe leur orientation sexuelle? Ou est-ce que c'est vraiment selon ton attirance sexuelle que t'es attiré par la Vélane? Je trouve ça intéressant comme question. On a eu ce débat, mais a priori, on est plus dans le côté folklorique et mythologique de la Vélane. C'est-à-dire que c'est pour ça que ce ne sont que des femmes qui attirent des hommes, un peu comme le mythe de la sirène. Donc effectivement, je pense que oui, en soi, Dumbledore pourrait être attiré, même si... je crois que ça n'a rien... Enfin, c'est un peu la conclusion qu'on avait eue. A priori, ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec... en fait, c'est un sortilège qui cible les hommes, quoi. Peu importe la sexualité. Ça a l'air d'être le cas. En tout cas, c'est mieux de le penser parce que sinon, c'est vrai que c'est un peu... Tu te dis, c'est vachement stéréotypé, vachement limité dans la représentation parce que pourquoi il y a que des... mais après, pourquoi ça va que dans un sens? Après, autant de la mythologie, je veux dire, quand ça a été créé, l'homosexualité, c'était pas un sujet hyper développé. Et même dans les années 90, c'est pas aussi... Oui, même dans les années 90, même début 2000 encore. Hein. C'est quand même... Rappelons que l'ouverture sur la sexualité, c'est quand même très récent. On parle quand même d'une dizaine d'années, j'ai l'impression. Mais du coup, je crois que vous étiez posé la question aussi. On est d'accord que Teddy a du sang de Vélane. Non, c'est pas Teddy, c'est le fils de Bill et Fleur. Du coup, il a du sang de Vélane dans les veines. Ouais. Alors, est-ce que on sait pas. Provoque le même effet? On sait pas. Ça reste un mystère. Est-ce qu'il provoque le même effet? Est-ce qu'il provoque le même effet du coup aux hommes ou est-ce que c'est au sexe opposé? Après, est-ce qu'il a du sang de Vélane, mais est-ce que vu que c'est un garçon, est-ce que l'effet Vélane se développe en lui? C'est un mystère. C'est un mystère. Du coup, on n'a pas d'élément de réponse d'homme. Parce que ça se trouve, ça touche peut-être vraiment que les femmes, en fait. Louis, il s'appelle Louis. Ils ont un seul fils, ouais. Ils ont 2 filles. Victoire, qui est née après la bataille de Poudlard. Ils ont une autre fille qui s'appelle Dominique, je pense que c'est un autre prénom français, et puis Louis, forcément. Donc on parle de Louis Weasley. Effectivement, Louis Weasley, en fait, et c'est même, je crois, c'est ce qu'on avait dit, c'est le seul personnage masculin connu à avoir du sang de Vélane. Ouais. Mais par contre, on ignore totalement les effets de ça. On ne sait pas. Après la torture terminée, Harry descend dîner, mais ne voit pas Hermione, qui doit être sûrement en train d'arranger ses dents. Du coup, il mange seul en bout de table. Ça me fait trop de la peine. Je suis en colère encore. C'est comme ça que t'es en colère. Ah non, mais attends, par contre, pour finir sur les Vélanes, je me suis trompé. On connaît un autre mec Vélane. Et pour le coup, lui, il attire les filles, je crois. Je savais une bêtise. C'est Pierre Garnier de la Star Academy. C'est quoi? J'étais en train de chercher. Il te fait aucun effet. Tu sais que j'allais te sortir. Ah oui, le petit frère de Fleur, alors qu'il n'a pas de petit frère. On va pas se mentir, sa voix et tout, son charme, il doit y avoir du sang de Vélane là-dedans. Regardez. Tout ça de chercher. Oh my god. Ça, il faut garder. Hein, Je sais pas. On a fait pire choix.
Allez, de retour dans la tour de Gryffondor, Harry tombe sur Ron qui lui indique qu'il a du courrier et aussi qu'ils devront faire leur retenue demain soir dans la salle de Rogue. Harry a partagé entre lire tout de suite la lettre de Sirius ou suivre Ron. Mais en fait, il sait pas très bien si à ce stade, il a envie de parler à Ron ou bien de le frapper. Donc du coup, il opte pour la lecture de sa lettre. Je ne peux pas dire tout ça. Je sais pas pourquoi je procède pas. Vas-y, fais la voix de Sirius. Je peux pas faire la voix de Sirius. Improvise. Attends. Improvise. Avec un bel accent bourguignon. Harry, je ne peux pas dire tout ce que je voudrais dans une lettre. Ce serait trop risqué au cas où la chouette serait interceptée. Il faut absolument que nous parlions face à face. Peux-tu te trouver seul devant la cheminée de la tour de Gryffondor à 1h du matin, dans la nuit du 22 au 22 novembre? Je sais pas pourquoi. Je sais mieux que tout le monde que tu es capable de te défendre tout seul. Et, tant que tu trouveras à proximité de Dumbledore et de Maugrey, je ne pense pas que quiconque pourra te faire du mal. Mais quelqu'un paraît quand même bien décidé à essayer. Déposer ta candidature à ce tournoi a dû être très risqué, surtout sous le nez de Dumbledore. Sois sur tes gardes, Harry. Je veux que tu continues à me tenir au courant de tout ce qui se passe d'inhabituel. Confirme-moi la date du 22 novembre le plus vite possible. Sirius. Et audible, si vous voulez refaire les livres audio, allez, contactez-nous, parce que là... Harry, surtout, je voulais te dire, je veux garder le meilleur de ce que l'on était. Pierre, s'il te plaît, sois fan d'Harry Potter, sois fan de la fréquence, et viens faire un épisode avec nous. Si tu entends ce message, contacte-nous. Eh bien, c'est terminé, enfin. Il était temps. On était un peu fatigués sur la fin du chapitre. Merci Marina, merci Camille. Merci jamais. Merci à vous deux. Bah ouais, c'était cool. La prochaine étape, comme d'habitude, c'est de sélectionner un personnage qui nous a particulièrement marqué. Je sais pas nous si... n'allons pas céder au front pour le renommage de chapitre. Nous n'allons pas céder, les amis. Nous resterons forts face à cette épreuve. Bah, je tue. Je resterai forte face à cette épreuve. C'est vrai que ça arrive très souvent. Les amis, on fait un truc. On le remet, mais vous faites le renommage à ma place. Et surtout que tu sais, maintenant sur Spotify, il y a les questions-réponses. Enfin, les gens peuvent donner leur avis. Et la question, par défaut, c'est qu'avez-vous pensé de cet épisode sur Spotify? Je peux te dire le nombre de gens sur Spotify qui demandent le retour de la rubrique. Ok, on le remet, mais par contre, vous m'envoyez chaque semaine vos renommages. Bah, ils vont le faire. Je les fais pas moi-même. Bah, ils vont. Bah, Non, mais tu sais qu'il y en a, ils vont t'envoyer une liste de tout le reste des chapitres. Mais oui, il y avait quelqu'un déjà qui m'avait envoyé et tu m'avais interdit de le prendre. Bah, vas-y, tu m'as dit, je te préviens, tu le prends pas. Bah, vas-y, on le refait et tu le prends. Ok, alors les amis, ok. On refait le renommage de chapitre, mais je les fais pas moi-même. Vous les faites à ma place. Parce que j'aime pas cette rubrique. Je suis désolée, je suis sincère, mais je vous le dis. Là, par exemple, ce chapitre-là, je l'aurais appelé Je vais garder. Non, on arrête. Donc, j'attends vos propositions pour les futurs chapitres. À vos plumes. Bon, Camille, est-ce qu'il y a un personnage qui t'a, je sais pas, particulièrement marqué? Si tu devais en retenir qu'un, ça serait lequel? En fait, j'en ai marqué 2. Vas-y, t'as le droit. Alors, Hagrid, toujours dans mon cœur. Parce que il se pose même pas la question de est-ce que tu as mis. Non, c'est qui penses-tu qui a mis ton nom dans la coupe. Donc Hagrid. Et on l'a dit tout au long de l'épisode, Hermione, grand soutien moral d'Harry tout au long de ce chapitre, que ce soit psychologiquement ou même physiquement. Voilà. C'est mes deux préfs sur le chapitre. Et toi, Marina? Harry, because I'll feel you, Harry. Non, j'ai de la peine pour lui, c'est hyper dur ce qu'il endure. Il est à l'âge de l'adolescence, il a pas une vie facile, tout lui tombe dessus, son meilleur ami le croit pas. Enfin, les Serpentards se foutent de lui, les Poufsouffles sont en colère contre lui, il se met à déjeuner seul, puis il ressent la honte aussi qu'on a. En fait, je le sens vraiment cet épisode, mais comme beaucoup de scènes dans Harry Potter, parce que ça fait
comme tu dis, ça représente notre adolescence. Tu dois aller en salle de classe, tu traverses la salle de classe, tu dois annoncer quelque chose où tu es vachement mal à l'aise. Bah, pour le coup, c'est le shooting photo, doit être face à Roy, un shooting photo, etc. On a tous connu ce moment où on est seul parce que notre groupe de copains nous fait la gueule et donc du coup on se retrouve à manger seul à la cantine. Enfin, moi perso ça m'est arrivé, c'est terrible quoi. Donc oui, Harry. Et toi, Jérémy? Bah, moi, enfin, si je devais en retenir qu'un, je choisirais Hermione, mais un peu pour les mêmes raisons que Camille, pour le soutien. Ah, je pensais qu'on allait tous choisir Harry. Non, mais c'est vrai que tu vois, je l'ai dit, c'est vrai que j'ai beaucoup d'affect et de compassion pour Harry et que c'est même difficile, un peu pénible ces passages-là. Mais après, je sais pas, pour le positif, je dirais Hermione parce qu'elle apporte du soutien et puis son tact aussi fait toujours du bien dans ces moments-là, les toasts. La lettre à Sirius aussi, c'est lui qui lui dit hey, tu devrais te confier à quelqu'un et pense à ton parrain. Je pense que ça serait mieux s'il l'apprenait par toi-même et tout. Enfin, elle est très mature et elle est là quand il faut, en fait, Hermione. Et pour ça, gros cœur sur elle. Mais c'est le cas de Hagrid aussi, complètement. Et puis Harry, petit bébé là. Petit bébé chou, petit bébé chou. Nous passons à la volière. Si le cœur vous en dit, c'est parti. Écoutons un premier. Je me suis toujours parmi de mon lancement de tout à l'heure, mais il est gardé, il est validé. On passe, on lance cette volière avec un premier hibou sonore. Il nous a été envoyé par Anise. Coucou la fréquence. Alors moi j'avais une question parce que j'ai relu le 1 récemment et dans la lettre d'admission à Poudlard, il est indiqué que les élèves peuvent apporter un crapaud ou un chat ou un hibou. Mais il n'y a pas d'autres animaux d'indiqués, donc c'est vraiment ces trois-là. Mais du coup, pourquoi Ron et toute sa famille avant a eu le droit d'amener un rat? Donc voilà, je me posais la question. Et puis il me semble que quelqu'un amène une tarentule une fois. Enfin, mais du coup, est-ce que c'est que ces trois animaux-là ou est-ce qu'on a le droit d'amener autre chose? Voilà, merci beaucoup. Continuez ce que vous faites, c'est génial. Merci. Merci Anise pour ta question qui est en gros comment ça se fait que Ron ait eu le droit d'apporter un rat. Parce que c'est bon pour l'histoire, c'est petit gros en fait. Je crois qu'on a déjà évoqué, mais c'est toujours bien de se reposer la question. Moi, je pense qu'il y a deux explications possibles. Oui, c'est normalement interdit, mais bon, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'élèves qui respectent pas le règlement à la lettre à Poudlard. Donc c'est peut-être, en gros, c'est interdit, mais ils le font quand même. Ou bien c'est toléré, parce que, en gros, la lettre dit un hibou ou un chat ou un crapaud, mais on peut interpréter le « ou » comme une précision qu'il faut rapporter qu'un seul animal, en fait. Et parce que peut-être qu'il y a des élèves qui venaient avec un zoo avec eux, et du coup que c'est pas possible. Enfin, je sais pas, il peut y avoir cette lecture-là, et que les hiboux, chats et crapauds sont des exemples parmi d'autres animaux que tu peux apporter tant qu'ils sont pas dangereux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Je crois qu'on avait déjà eu le débat sur ça. Ouais. Après... moi je pense que c'est parce que c'est une liste non exhaustive. Donc c'est des exemples et en fait on parle d'animaux de compagnie. Enfin, dans le monde sorcier du coup. Et je pense que c'est surtout pour dire d'éviter de ramener des animaux dangereux. Parce qu'on voit que du coup la tarentule, je crois que c'est Lee Jordan qui la ramène. Ouais, il en ramène une. Et mais il la cache, il y a lui. Ginny aussi. Ouais, il la cache. Mais il y a Ginny, je crois qu'il y a son boursouflé aussi dans le... Je ne sais plus lequel, le 6, je crois. Je me demande même si c'est pas dans le 5 ou dans le 6. Parce que je crois qu'elle l'achète à la boutique des frères Weasley, justement. Ouais, oui. Donc pour moi, c'est des exemples d'animaux non dangereux qu'on peut amener, mais c'est dans le sens où vous pouvez en amener d'autres tant que ça reste des animaux de compagnie. Moi, je l'avais interprété comme ça. Ouais, surtout que dans la lettre, en fait, c'est le ou qui est mis en majuscule, donc ça vient dire vous ramenez ça, soit ça, soit ça, soit ça, mais c'est pas les trois en même temps, donc ça, ouais, je pense qu'un rat, en vrai, voilà, c'est inoffensif. Il y a aussi, du coup, dans le set, dans le moment de l'épilogue, on voit un des fils d'Harry qui a, je crois que c'est un furet aussi. Ouais, je pense qu'un furet, c'est pareil. Tant qu'il ramène pas des œufs de dragon, je pense que... Oui. C'est ça. Tant que tu la joues pas à la Hagrid. Des scouts à pétard. Voilà, c'est ça. Avec des araignées tueuses et des œufs de dragon, ça va.
Nous passons au hibou sonore de John. Bonjour Jérémy et Marina, bonjour l'invité. En vous écoutant relire chapitre par chapitre, vous avez souvent mentionné Mina Lima. Et j'ai été très intrigué par leur travail d'illustration. Et j'ai reçu le premier tome d'Harry Potter à l'école des sorciers sous le sapin à Noël. Autant dire que j'étais très content. Et je suis devenu un grand fan des différents dessins qui ont été réalisés. Et dans votre collection, vous avez les 3 premiers tomes qui sont sortis. Ma question est la suivante. Quel est le passage des prochains livres que vous attendez le plus de voir illustré par Mina et Lima ? Mon choix se porte pour Dumbledore contre les Inferi dans Le Prince de Sang Mêlé. Je pense que ça va envoyer. Donc merci pour tout, j'ai vraiment hâte d'écouter les prochains épisodes et peut-être un jour, qui sait, d'apporter ma contribution lors d'un futur chapitre. En attendant, je vous souhaite une excellente continuation et à bientôt. Bisous. Quelle voix, John. Et ça me rappelle Nicolas, non? Ouais. John, voix de radio, viens dans un futur épisode. Moi, j'ai pris un peu à contre-pied ta question. Il y a des passages que j'ai peur de voir, en fait. J'espère, par exemple, qu'ils vont pas mettre en illustration la mort d'Edwige ou la mort de Sirius, tu vois. J'ai plutôt des passages comme ça que j'aimerais pas voir illustrés parce que j'aimerais qu'il n'existe pas, surtout la mort d'Edwige ou la mort de Dobby. C'est comme ça, c'est interactif. Tu passes à la page suivante et là, t'as des plumes. Il y a le pop-up, la pop-up, les potes. T'as les plumes d'Edwige. Ah non. Pouf. Il n'y a plus Edwige. Arrête, c'est horrible. Franchement, non mais oh là, rien que d'y penser, à chaque fois, j'ai envie de pleurer. C'est la mort qui m'a le plus traumatisée. Il y en a, c'est Dobby, Fred. Je résume quand même, c'est genre, il y a John qui te demande c'est quoi qui te rend heureux dans la vie? Et moi, ce qui me rend malheureux, c'est vraiment ça, tu vois. La fille au bout de sa life. Et vous, est-ce que vous êtes plus positif que moi? Est-ce qu'il y a des passages que vous aimeriez voir? Ouais, moi j'aimerais bien voir les souvenirs de Dumbledore. Vu qu'ils n'ont pas été exploités dans les films, je suis curieuse de savoir comment est-ce qu'ils vont les illustrer, notamment avec Méropé et Marvolo. C'est ça, hein? Ouais. Donc ouais, moi c'est plus ces souvenirs-là, j'aimerais bien voir illustrés, ouais. Ok. Bah, c'est vrai que l'exemple que tu donnes, John, avec Dumbledore et les Inferi, je crois d'ailleurs que pour Le Prince de Sang Mêlé, ça doit être l'illustration qui a été le plus choisie par les illustrateurs des différents pays, des différentes éditions, tellement que c'est iconique et puis visuellement c'est intéressant à représenter. Donc effectivement, c'est toujours intéressant de voir des nouvelles illustrations de ça. J'ai très hâte aussi dans les grandes éditions illustrées de voir ça. Sinon, un autre passage, moi j'aime bien le passage, la séquence des Patronus dans le 5 avec l'armée de Dumbledore. Je trouve que là aussi, il y a matière à créer des belles illustrations, des belles choses autour de ce passage-là. D'ailleurs, c'est la couverture de Jim Kay pour l'Ordre du Phénix. Donc, ouais, pourquoi je choisirais ça. J'attends de voir comment Mina Lima va le traiter. S'ils vont le faire, j'espère, parce que à chaque fois, il y a toujours le petit doute. Est-ce que le prochain va bien sortir? Je sais que le 3, c'était pas forcément certains qui sortent. Finalement, c'est très bien. Il a été fait, il est sorti. J'espère qu'ils feront les 7 comme ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est que déjà, ce sont des livres très gros parce qu'il y a plein de pop-up. Est-ce qu'au fur et à mesure, ils vont pouvoir continuer à sortir à cause de la grosseur des livres? Moi, je pense que oui. Quand on voit le 5 avec quasiment 1000 pages, c'est vrai que ça va faire un sacré bouquin, quoi. Bah, les grandes éditions illustrées, ça c'est sûr qu'ils vont aller jusqu'au bout et effectivement ils seront très très lourds. D'ailleurs moi j'ai du mal à les lire. De Jim Kay ? Ouais, de Jim Kay, j'ai du mal à lire. Alors je sais qu'ils existent en format un peu plus réduit, mais les officiels, je les feuillette mais j'arrive pas à lire un livre, c'est trop lourd à porter. Les Mina Lima ont l'avantage d'être c'est des formats plus petits. Mais ouais, mais pour le moment. Ouais. Je pense que ça passe quand même. Parce que on n'est pas non plus sur un format poche, on est quand même tu vois, c'est quand même des plus grands livres, donc je pense que ça va. La reliure va pouvoir. Ouais, je pense sur 1000 pages, ça va le faire. Et moi, cette année, j'ai pas lu Harry Potter en 2023. Autre que pour le podcast. J'ai pas réussi. J'ai eu peur, là. Je me suis dit, attends, elle improvise depuis tous les épisodes enregistrés en 2023. Arrêtez, j'ai pas fait de relecture. Attends, mais t'es une Potterhead de malade. J'ai pas fait de relecture. Ah ouais? Bah ouais. Bah là, t'es en train d'en refaire une, non? Bah ouais, mais j'ai lâché. Mais en même temps, t'as une phase là où tu lis pas trop. Ouais. Alors que des fois, t'es boulimique de livres, quoi.
Ouais, non, mais c'est ça pour tout, pour la nourriture, pour les livres. Et bientôt pour moi, Parfois, vous allez je voir, suis- je serai plus là. Parfois, je suis une fan de madeleines. Non, mais par exemple, je vais adorer les madeleines, je vais manger que ça, et après, je peux plus voir en peinture les madeleines, quoi. C'est très intéressant ce que je raconte sur ma vie, mais c'est pareil pour les livres. Je vais tout le temps avoir un livre dans les mains, et après, je vais plus réussir à lire, et ça va recommencer. Et ton mari, ça va? Bah, franchement, fais attention, parce que... Ah, ok. Mais il y a la date de péremption qui s'approche. Allez, on passe au prochain hibou qui nous a été envoyé par Nono. Pour la fréquence, tout d'abord, un grand merci pour tout ce que vous faites, pour tous les épisodes et tout le mal que vous vous donnez. Moi, du coup, je l'écoute tous les matins dans le bus et ça me donne la pêche avant d'aller au collège. Voilà. Et du coup, je voulais savoir, parce que dans l'épisode de la coupe de feu que vous aviez fait, si Fred et George, ils mettent leur papier dans la coupe et qu'il est rejeté. Harry Potter, c'est Maugrey Folleuil qui le met, mais la coupe de feu, elle n'a pas de limite d'âge. Je veux dire, c'est Dumbledore qui a fait le sortilège. Du coup, je comprends pas comment on a pu mettre le papier d'Harry et pas celui de Fred et George qui a été repoussé. Voilà. Si vous pouvez m'éclairer sur la question, ce serait cool. Et encore un grand merci. Au revoir. Merci Nono. T'as la pêche, Nono. Bah ouais, j'ai peps. on a grave kiffé ton énergie. Et toi, nous, on te donne la pêche apparemment dans le bus le matin pour aller au collège. Et bah toi, tu nous as donné Ça la fait pêche. plaisir d'être écouté par les Jones dans ce podcast. Les Jones. TikTok. Non. Bienvenue sur la Skyroulette. Mais la Skyroulette, c'est pas les jeunes, Marina. Mais je sais, je fais exprès. Et c'est T'es sérieux? TikTok, Snapchat. Merci. Oh la vache. On a perdu des auditeurs sur cet épisode. Chute drastique de l'audience. Non, ouais, merci Nono pour ta question. Qui est en gros comment Barty il a fait pour mettre le nom de Harry dans la coupe. En fait, Barty, il a inscrit Harry en ensorcelant la coupe et en faisant croire à la coupe qu'il y avait une 4e école, en fait. C'est l'hypothèse qu'il avance dans le chapitre précédent. C'est-à-dire qu'il dit, tiens, peut-être que la personne qui a fait ça a inscrit Harry sous une 4e école et ça tomberait bien parce qu'il n'aurait aucun concurrent avec lui, il serait sûr d'être sélectionné. Et en fait, il expose exactement ce qu'il a fait lui en tant que coupable. Et évidemment, il a eu aucun mal à franchir la limite d'âge. Et enfin, je finirai par dire que le seul truc compliqué, le seul truc complexe que Barty il a eu à faire, c'est de faire croire que Harry vient d'une école imaginaire. Parce que, par contre, de passer la limite d'âge, on voit bien, par exemple, Dumbledore, c'est la question qu'on s'était posée. Dumbledore, il demande à Harry, est-ce que tu as demandé à un élève plus âgé de déposer ton nom à ta place? Donc, a priori, la coupe sait pas reconnaître si on inscrit son propre nom ou pas. Enfin, je veux dire, apparemment, c'est OK pour la coupe d'inscrire quelqu'un d'autre. Par contre, ensorceler la coupe pour faire croire à une 4e Mais maison. si c'était possible de demander juste à quelqu'un de plus vieux de mettre notre nom, ça fait penser que les jumeaux Weasley, ils se sont vachement compliqué la tâche quand Oui, même. ils se sont pris la tête. Ils se sont Ouais, ils auraient vachement- pu juste demander à Angelina Johnson, en fait. Ouais. C'est ça, un pote de faire ça, quoi. Donc est-ce que c'est vraiment possible? Sinon, ils ont pas du tout pensé. Ils ont d'abord pensé à un sortilège. Ah oui, non, mais c'est complètement con ce qu'ils ont fait. Oui. Mais en même temps, on l'avait dit, ça paraît quand même assez bizarre que la coupe tolère ça. Enfin, c'est quand même un grand artefact magique, mais t'es pas obligé de mettre ton propre nom. La coupe peut pas détecter ça. Bon, c'est un peu facile, mais bon, pourquoi pas. Après, on n'a pas d'exemple, en fait, d'élèves plus vieux qui ont mis le nom d'un élève Non. plus jeune. Pour voir si ça avait le même effet ou pas, en fait. Mais heureusement, parce que sinon, ça pourrait vite être le sbul, en fait. Parce que, Ah bah oui, complètement. imaginons que Cédric, il ait pas déposé son nom, mais que quelqu'un d'autre l'ait fait à sa place et que là, la coupe dit Cédric Diggory. Et lui, il est là, mais non, en fait, non, je veux pas, en fait. Bah oui. Et en plus, du coup, les profs sont là. Non, mais c'est un contrat magique. Oui. Tu peux rien faire, Cédric. Tu vas mourir si tu le fais pas. Non, ça serait horrible. Désolé pour vos oreilles. Et sur ce, nous passons au dernier hibou sonore, celui de Clélia. Salut Jamie, salut Marina, je m'appelle Clélia, j'ai 12 ans et je vous écoute depuis la Suisse et j'avais une petite question. Est-ce que les nés moldus peuvent être répartis à Serpentard? Et si oui, les pauvres quand même, parce qu'ils seraient, je pense, vachement harcelés par les familles comme les Malfoy, dits sang pur. Et donc voilà, c'était ma petite question et merci pour votre podcast, il est juste exceptionnel, j'aime trop l'écouter et à bientôt, au revoir. Merci Clélia. Oh, Désolée pour l'accent suisse.
Attends, c'est ça ton accent suisse? Elle parle pas du tout comme ça. Non, elle parle pas du tout comme ça, elle a pas l'accent. Et l'accent suisse, c'est un peu comme ça. Je tiens à m'excuser à tous nos auditeurs. Alors, et je auditrices pense suisses. que Le chocolat. le chocolat suisse, les horloges, Des fois, c'est Lausanne. pas la première fois qu'on fait ça, et pourtant on continue de nous écouter, je comprends. C'est une marque de respect. On vous adore, les Suisses. Bah ouais. On On est- adore votre chocolat. On habitait pas loin et on. Non, c'est très J'y Toi, allais, tu as été un peu pour le j'y travail. allais souvent. donc, Je connais pas mal Lausanne et Genève. Et vous avez un très bon auteur qui vient de chez vous. Tu vois, Joël encore pas- Dicker. Oh là. Joël, si tu aimes Harry Potter et que tu nous écoutes. Bon, réponds à la question de Clélia, toi. Tu t'égares là. Alors, je pense que non. Tout simplement parce que pourquoi? Je suis tellement Et là, tu fatiguée, t'arrêtes je là-dessus. n'arrive pas à faire des phrases ce soir. Parce que, si j'ai bien compris, un peu d'esprit de Salazar Serpentard est dans le Choixpeau pour faire la répartition. Non, c'est Godric Gryffondor. Bah non, il y a un peu des quatre. Et il fait un peu tous les fondateurs et ensuite il parle de Salazar Serpentard. Je cite le wiki. Afin de choisir le plus justement possible dans quelle maison ira chaque élève, Godric Gryffondor décida d'ensorceler son chapeau et chacun des fondateurs fit alors don d'un petit bout de son propre esprit. Ah. Ok, oui, pardon, tu as tout à fait raison. Ah, Ça appartient à Godric Gryffondor, mais il y a l'esprit un peu de c'est chaque. bien ce que je me disais. Donc, en connaissant l'amour de Salazar Serpentard pour les nez moldus, alors j'ai trouvé qu'en plus, à un moment, il les appelait les Mutmag, les nez moldus. Ouais, j'ai trouvé ça aussi. Ouais. Ouais, c'est entre mutant et magie, en fait. Donc, Mutmag, donc pour dire à quel point il les aimait, il les traitait de mutants. Hein. Du coup, je pense que même si de base, tes qualités, ta personnalité t'emmènera à Serpentard, le fait que tu sois né moldu serait rejeté par le bout d'esprit de Salazar Serpentard, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je vois ça comme ça. Ah, moi, alors je suis d'accord avec ce que tu dis. Et en plus, je me demande si le Choixpeau prendrait la décision de mettre quelqu'un chez Serpentard, de mettre un nez moldu chez Serpentard, en sachant la réputation que Serpentard a concernant justement les nez moldus. Parce que le but du Choixpeau, c'est pas non plus de mettre un élève dans une maison et qu'il se fasse bully toute sa scolarité, quoi. Il dit même pas Serpentard, il dit Bully. Allez, hop. Non, c'est vrai. J'ai cette question un peu intéressée et puis interpellée aussi. J'ai été chercher. Il y a une petite scène qui m'est revenue en tête. Néanmoins, c'est dans les Reliques de la Mort avec le rafleur Scabior. Alors, rappelez-vous, il y a Harry, Ron et Hermione qui sont capturés dans les Reliques de la Mort parce que Harry, il a prononcé le tabou. Il est défiguré par Hermione. Il dit qu'il s'appelle Vernon et qu'il a Serpentard. Et là, il y a Scabior qui répond quelque chose du genre ils disent tout ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de sang de bourbe à Serpentard, en fait. Donc, c'est facile de dire ça parce que vraiment, les rafleurs, ils cherchent en gros, les nez moldus qui se sont enfuis. Donc, si on prend au mot ce personnage de Scabior, il dit qu'il n'y en a pas beaucoup à Serpentard. Mais il peut y en avoir quand même, s'il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Ou bien, parce que on n'est pas obligé de le prendre au mot, parce que connaissant un peu les énergumènes, c'est possible aussi qu'il inclut dans les sangs de bourbe les sangs mêlés, en fait. Ouais. C'est pas clair. Des fois, un peu les mange-morts, les gens extrêmes, en fait, peu importe, même sans mêlé, ça passe pas, alors que leur soi-disant maître est un sang mêlé. Mais ça, je pense qu'ils ne le savent pas. Et sinon, l'autre source que j'ai trouvée, mais qui répond pas non plus à la question, c'est Pottermore, la source Pottermore elle-même, lors de la répartition à Serpentard, parce qu'il est dit dans l'introduction de la maison qu'il y a pas mal d'élèves à Serpentard maintenant qui ont au moins un parent moldu. Donc, des sangs mêlés, c'est sûr qu'il y en a à Serpentard. Par contre, des nez moldus, on n'en a pas à la De prof toute façon, formelle non sans plus. mêler. Non, je vais dire. Bah si, Rogue. Rogue est un sang mêlé, bien sûr. Oui. Donc, il était à Serpentard. Donc, Oui, ça, bien déjà, sûr. on a le. Après, est-ce qu'ils sont vantés? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a des sangs mêlés. Des nez moldus, ça reste à prouver. On n'a pas de cas connu, je crois. J'avais regardé et j'avais même regardé sur le wiki et il parlait. Enfin, en tout cas, tous les nez moldus qu'on avait n'étaient pas passés par Serpentard. Franchement, ça doit être dur. Enfin, on ne dit pas que tous les Serpentards sont en mode le sang, même dans les années 90, au moment du récit. Mais néanmoins, je sais pas, quand t'as un Drago Malfoy qui fait un peu la loi dans ta maison et
qui arrête pas d'avoir des choses hors du discours, je vois pas quand. Enfin, ça doit être terrible, quoi. Où tu mens constamment sur ta famille, en fait. Ouais. C'est la fin de cette volière. Merci à tous ceux qui nous envoient des messages pour passer peut-être dans la volière. On attend vos hiboux de préférence sonore, soit en message privé sur nos réseaux sociaux, soit par mail à l'adresse qui est en description avec tout le reste, comme d'habitude. Petite promo pour ma chaîne Twitch, parce que comme on est obligé de trier pas mal les messages qu'on reçoit, eh bien j'ai commencé à diffuser certains hiboux sonores en stream pour répondre aux questions avec le chat en direct. Là aussi, le lien du stream 9-3 est en description si ça vous intéresse. Attention aux dates, parce que j'ai changé récemment et maintenant les lives ont lieu le dimanche soir au lieu du vendredi. Je vous invite à checker tout ça sur la chaîne ou sur nos réseaux pour être sûr de ne rien louper. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli d'écoute préférée et de nous laisser tout plein d'étoiles. C'est grâce à vous que des auditeurs continuent de nous découvrir. Donc un grand merci à eux qui prennent le temps de le faire. Notamment vous qui commentez sur Apple Podcast, petit big up à ceux qui l'ont fait récemment avec Fandari et de Zelda, Le Nifleur, Lilitel, Coco et Léana ou encore Tom Weasley. Sachez qu'on lit tous les messages qu'on reçoit sur Spotify aussi. Vous avez la possibilité désormais de commenter chaque épisode et chaque commentaire publié a été modéré par nous. Donc n'hésitez pas à nous partager vos impressions. Et c'est toujours un plaisir aussi de vous lire sur YouTube, bien sûr. Coucou aux abonnés YouTube qui nous écoutent depuis là-bas. Comme vous le savez, vous pouvez aussi soutenir activement notre projet en souscrivant à notre page Patreon. En devenant un de nos patronus, vous pouvez accéder aux épisodes à l'avance, mais surtout aux after-shows exclusifs qu'on enregistre juste après les émissions. Celui qu'on va enregistrer avec Camille sera sous forme d'un petit quiz, d'un petit jeu une nouvelle fois. Cette fois, ça sera un petit quiz sur les baguettes magiques, voilà, pour rester sur la thématique des baguettes, après ce chapitre 18, bien sûr. Bref, sur Patreon, vous nous soutenez financièrement, c'est 4 galions par mois, et en plus, vous débloquez du contenu. Mais vous pouvez aussi sub à la chaîne Twitch, gros cœur aux abos du stream 9-3, les bests, le sang, que dis-je, la MIF. Et notre page Tipeee est toujours bel et bien ouverte avec en prime le fait d'être cité à chaque fin d'épisode comme à l'accoutumée. Donc un grand merci à Corsetilou, Mugiwara, Julien BD, Lucie, Pookie Pimps, Bispike, Vispirit, Sophie, Kimi, Doc, Christelle, Aurélien, Khalid, James, Pamela et Chloé. Alors Camille, j'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie et que tu es d'attaque pour rester un petit peu encore avec nous pour l'after show. Bien sûr, et c'était trop bien. T'as pu réagir. Voilà, oui, j'ai pas bougonné dans mon coin. Dans ma voiture. Ton stress est parti. Ah oui, complètement. C'est bon. Tu nous écoutes en voiture, tu nous disais, je crois. Ouais, avant je faisais beaucoup de route, du coup je vous écoutais beaucoup en voiture, et là vu que je me suis rapprochée de mon domicile, je vous écoute en faisant mon ménage, en faisant un peu tout en fait. Ok. Bah ouais, n'hésitez pas à faire comme Camille, à candidater sur notre Discord, ça se passe depuis là-bas. C'est les infos pour candidater, c'est dans le salon La Volière sous la catégorie podcast. Je le dis un peu de tête, mais je crois que c'est ça. Quant à nous, on se retrouve soit pour un prochain épisode after show ou même pour un prochain stream. La prochaine émission en podcast sera sur le chapitre 19 de la Coupe de Feu qui s'intitule Le Magyar à pointe. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Bisous.